commencer tranquillement, puis je peux admettre les gens au fur et à mesure. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais me présenter, hein. Je m'appelle Anne Michaud. Je suis la présidente du conseil d'administration de Lire et faire lire. Mais c'est pas à titre de présidente que je vous accueille aujourd'hui. Je suis bénévole au sein de Lire et faire lire depuis 8 ans, si j'ai bien compté. Et je suis devenue assez rapidement coordonnatrice d'une antenne à Gatineau. Alors, Madame Marie-Claude, éteignez votre caméra, s'il vous plaît, parce que c'est un peu déstabilisant si votre caméra est allumée. Puis, Madame Henry aussi, éteignez votre caméra. J'admets encore des nouveaux participants. Oui, Madame Henry, êtes-vous capable d'éteindre votre caméra? Oui, bravo. Puis, tout le monde éteignez. Oui, ben, vous l'avez rallumé, Madame Henry. Bon, ben c'est parfait. Donc, tout le monde, éteignez votre micro aussi, Madame Henry. Votre micro est encore ouvert. C'est en bas, hein, normalement, c'est en bas pour éteindre le micro, à côté de la caméra. On clique. Oui, parfait. Merci tout le monde. Alors, c'est ça, je suis devenue assez vite coordonnatrice de l'antenne qui s'appelle l'antenne Campus 3 à Gatineau, parce que la personne qui était coordonnateur à ce moment-là a dû quitter rapidement, puis il n'y avait personne qui prenait le relais. Donc, ça fait 8 ans, un bon 8 ans que je suis impliquée au sein de Lire et faire lire, puis tranquillement, ben, j'ai pris du galon jusqu'à devenir présidente du conseil d'administration. Dans ma vie antérieure, j'étais chroniqueuse culturelle à la radio, à Radio-Canada. Donc, et je me suis toujours beaucoup intéressée à la lecture. J'ai aussi fait des chroniques en littérature jeunesse au journal Le Devoir. Donc, c'était un petit peu, disons, dans mon ADN. La littérature jeunesse, j'en ai toujours consommé beaucoup. Donc, c'était pas difficile pour moi de m'intéresser à ce domaine-là. Et le fait de demander à des gens majoritairement retraités d'aller rencontrer des enfants pour leur faire aimer la lecture, pour moi, c'est quelque chose de tellement évident, de tellement essentiel aussi, que je trouve que c'est le plus beau bénévolat qui existe. Pas nécessairement le plus facile, toujours, mais le plus beau, ça, c'est sans aucun doute. Parce que en faisant ça, on sème des graines de lecture et on sait que la lecture, d'aimer la lecture, c'est essentiel pour la réussite scolaire des enfants. Et de plus en plus, on voit des enfants à travers le Québec puis partout dans le monde qui ont de moins en moins accès aux livres. On a maintenant des témoignages d'enseignantes qui nous disent que des enfants arrivent à l'école en maternelle et que certains n'ont jamais vu un livre, donc, et jamais manipulé donc un livre. Alors, ils arrivent puis ils essaient de balayer, là, comme on fait avec un écran de iPad, puis ils se choquent parce que le livre répond pas, puis le livre se met pas à faire des petites danses comme tout ce qu'ils peuvent regarder sur les appareils électroniques. Et il est prouvé maintenant, il y a eu des études à ce niveau-là, que tout ce qui est appareil électronique détruit les neurones du cerveau, alors que la fréquentation des livres construit les neurones du cerveau pour les enfants. Donc, c'est vraiment ce que vous faites, ça a peut-être l'air d'être insignifiant, mais ça ne l'est pas. Vous semez des graines pour que ces enfants-là apprennent à aimer les livres, aimer la lecture, et c'est un élément essentiel de leur réussite scolaire. Et en plus, vous, comme aînés, puisque c'est ce que nous sommes, ça vous ancre dans votre communauté. Alors, ça vous permet d'être encore actif, d'être encore vraiment participant à la vie de votre communauté. Puis moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ce matin, on va explorer deux questions. C'est-à-dire, ce matin, on va explorer une question et la semaine prochaine, on va en explorer une autre. Ce matin, on va explorer la question on lit quoi? Puis la semaine prochaine, on va explorer on lit comment, dans le sens de ça se passe comment les lectures. Et moi, je ne peux pas vous dire où est-ce que vous allez lire, à quelle heure vous allez lire, à qui vous allez lire. Ça, c'est au sein de ce qu'on appelle votre antenne, votre groupe, avec votre coordonnateur, coordonnatrice, que ces questions-là, auxquelles vous allez pouvoir avoir une réponse. Parce que moi, je ne sais pas à quelle école vous allez aller, si ça va être des enfants de maternelle, de première année, etc. Mais la question qui revient toujours quand je rencontre des nouveaux bénévoles, c'est qu'est-ce que je vais leur lire? Hein? On est un peu, quand on est grands-parents comme ça, bah, ou de l'âge d'être des grands-parents, on est souvent un peu démunis par rapport à la littérature jeunesse. Qu'est-ce qui va intéresser les enfants? Je vais lire quoi? Alors, c'est un peu ça que je veux démystifier ce matin. Je vais vous montrer plein de livres, je vais vous donner plein de références. Vous n'avez pas besoin de les prendre en note. On va vous envoyer un document. En fait, on va vous envoyer mes notes, puis un document aussi où il va y avoir toutes les références aux livres que je vais vous avoir montrés et même d'autres en plus. Donc, prenez pas de notes, c'est pas nécessaire.
Mais sachez simplement que les livres que je vais vous montrer, c'est une infime proportion de ce qui est disponible. C'est juste pour vous donner des idées de genre de livres que vous pouvez lire. Oui, il y a des titres dans ça que vous allez peut-être adopter qui vont peut-être devenir parmi vos livres préférés, là, je sais pas, avec les enfants de maternelle ou les enfants de première année ou les enfants nouvellement arrivés au Québec ou peu importe. Mais vous allez en trouver plein d'autres des livres. C'est vraiment pour vous donner des pistes sur le type de livre que vous pourriez avoir le goût de lire. Puis des pistes comme ça, vous allez en trouver d'autres ailleurs. Dans le document qu'on va vous envoyer, vous allez voir des références à des sites web. Moi, mon préféré, c'est un site qui s'appelle christelledeniche.com. Christelle, elle écrit K-R-I-S-T-E-L-L-E. C'est une dame qui s'appelle Christelle Boulanger, qui travaille à la bibliothèque, je pense, de Repentigny, qui fait de l'animation là-bas. Et c'est une espèce de blog qu'elle a, où elle recense des centaines de livres jeunesse à chaque année. Donc, elle va faire, par exemple, je sais pas moi, les 20 meilleurs livres pour parler de Noël au tout petit, les 50 meilleurs livres parus cet automne, ou elle va avoir plein de sujets comme ça. Puis ces suggestions sont toujours très, très, très à point. Et c'est là que j'avais trouvé une catégorie qui était les 20 meilleurs livres à lire à voix haute. Quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait bingo, hein, parce que c'est ce qu'on fait, la lecture à voix haute. Et ensuite, elle a publié les 100 meilleurs livres à lire à voix haute. Et je vous dirais que chacune de ces suggestions est extraordinaire. C'est particulièrement là, dans les 20 meilleurs livres à lire à voix haute. Il y en a plusieurs que je connaissais dans ça, puis il y en a d'autres que je suis allée chercher en librairie ou en bibliothèque pour voir. Puis à chaque fois, j'ai fait comme ah oui, vraiment, elle a identifié des livres là, qui se prêtent bien à la lecture à voix haute. Mais il y a plein d'autres sites aussi. Communication jeunesse. Il y a un site du ministère de l'Éducation qui s'appelle Constellation. Enseigner littérature-jeunesse.com. C'est des enseignantes qui travaillent avec la littérature jeunesse. Nous, on n'est pas enseignantes, mais quand même, hein, ça donne une idée de la qualité des livres qui sont là. Puis notre site web à nous, lireetfairelire.qc.ca, on vous fait plein de suggestions. Puis vous en recevez aussi, vous avez des suggestions d'Anne-Marie Fortin dans les vidéos qu'on vous envoie dans nos infolettes. On inclut ça aussi dans notre site web. Vous avez, si vous voulez vous abonner à notre page Facebook, Lire et faire lire Québec, vous allez avoir plein de suggestions de lecture dans notre page Facebook aussi. Donc, je m'excuse pour ma voix, j'ai eu la grippe, j'ai encore la voix un petit peu enrouée, puis il va falloir que je boive de l'eau régulièrement. Mais donc, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des références pour chercher des livres. Et la bibliothèque devient la bibliothèque publique de votre quartier, de votre secteur, de votre ville, devient votre meilleur allié. Et les bibliothécaires connaissent généralement, il y a toujours au moins une personne à la bibliothèque qui connaît bien la littérature jeunesse. Et vous pouvez leur demander des conseils, vous pouvez leur demander, selon les endroits, les bibliothèques, c'est pas toujours classé de la même façon. Ils adoptent pas tous le système Dewey, là, le système avec des lettres et des chiffres pour classer les livres jeunesse. Je pense par exemple à Mont-Tremblant, où les livres sont classés par ordre alphabétique du nom de l'auteur. Alors, les livres d'André Poulain, par exemple, sont tous ensemble, peu importe le sujet qu'elle aborde. Les livres de Dominique Demers sont tous ensemble. Donc, il y a des endroits où on adopte le système Dewey, puis il y a d'autres endroits où pas. Les livres vont souvent être classés par l'âge des enfants auxquels ils s'adressent aussi. Les 0-3 ans vont être à un endroit, les 3-6 ans à un autre endroit, les 6-9 ans à un autre endroit. Et ça c'est toujours la grande question. Est-ce que ce livre-là est approprié pour les enfants auxquels je lis? Hein? Si vous allez, par exemple, sur le site Les Libraires pour acheter un livre, ça va être écrit, disons, 3 à 6 ans. Mais 3 à 6 ans, là, si vous avez eu des enfants ou des petits-enfants, vous savez qu'un enfant de 3 ans et un enfant de 6 ans, ça, c'est pas rendu au même niveau de développement. Hein? Alors, il y a des livres qui vont très, très bien convenir à un enfant de 3 ans, mais qui vont être considérés trop bébés par un enfant de 6 ans, et inversement, trop avancés. Et il y a des livres qui vont très bien convenir à cet éventail-là, de 3, 4, 5, 6 ans. Ça fait que on essaie le plus possible, nous, à lire et faire lire, de vous dire pour quelle tranche d'âge en particulier ou à quelle tranche d'âge en particulier le livre s'adresse, mais c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Parce qu'il y a une dame, tantôt, je me souviens plus qui me disait, j'ai eu une classe d'enfants de maternelle très allumée. Ben, ça arrive. Puis d'autres fois, par contre, vous allez vous rendre dans une école, puis vous allez constater que
Au contraire, peut-être un milieu plus défavorisé où les enfants sont moins stimulés, où il va falloir revenir à des livres beaucoup plus bébés que ceux que vous aviez lus dans l'autre école, où c'était peut-être des enfants plus stimulés par leurs parents, qui ont plus de connaissances. Il y a des enfants en maternelle là, qui savent pas qu'est-ce que c'est un cochon, une vache, ils savent pas le bruit que font les animaux, ils en prennent à peine leur couleur. Puis il y a des enfants en maternelle qui savent lire. C'est qu'il faut être capable de s'adapter à ces niveaux-là. Puis normalement, après une ou deux rencontres, là, si c'est des rencontres sur plusieurs semaines, après une ou deux rencontres, on est capable de jauger là, à peu près à quel niveau sont les enfants auxquels on s'adresse. Puis vous pouvez toujours demander conseil bon, aux enseignantes difficilement parce que quand on arrive, elles sont occupées avec les enfants. Quand on part, elles sont occupées avec les enfants. Donc, on n'a pas vraiment le temps de leur parler. Elles n'ont pas vraiment de temps libre, à moins qu'il y ait une récréation, là, juste au moment où on part. Mais en même temps, elles ont tellement d'autres choses à faire. Mais vos collègues aussi. Si vous avez des collègues qui sont des lecteurs depuis plusieurs années, ben, demandez leurs conseils. Quand vous ne savez pas, quand vous hésitez par rapport à un livre, est-ce que ça convient ou pas, demandez à vos collègues. Demandez si vous êtes grands-parents puis que vous avez des petits-enfants de l'âge ou qu'il y en a autour de vous, des petits voisins, peu importe, vous pouvez demander aux parents de ces enfants-là, est-ce que c'est un livre qui convient? Et si vous êtes grands-parents puis que vos enfants ont des livres jeunesse, ben, allez faire une radio dans leur bibliothèque et demandez, même avec des enfants de 6, 7 ans, 8 ans, demandez-leur, c'est quoi tes livres préférés? Marie-Claude, une question, allez-y. Oui, est-ce que ça arrive des fois que est-ce que vous préparez un plan B? Mettons que vous arrivez avec un livre, puis Oh que oui, l'enseignante peut, madame! oui, hein, parce que l'enseignante peut l'avoir dans la classe, puis peut Ah oui, on va l'afficher. en parler. On va en OK, parler. d'accord. Oui, Merci. oui, on va en parler. Donc, quelques conseils. Marie-Claude, baissez votre main puis vous la lèverez de nouveau si vous avez une autre question, s'il vous plaît. Faites très attention aux livres que vous avez gardés. Moi, j'ai fait ça. J'ai gardé des livres du temps de mes enfants, là. Puis, quand on les sort 30 ans plus tard, puis des fois, c'est même juste seulement 10 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a des livres qui ont mal vieilli. Les vieux Martine. Vous vous souvenez de Martine, là, Martine petite maman, puis Martine avec sa petite jupe au rôle pompon, puis qui était très maternelle. C'est plus vraiment approprié. Ils les ont revampés, ils les ont refaits, mais moi, j'hésiterais beaucoup à lire ça à des enfants aujourd'hui parce que c'est très, très, très stéréotypé. Tintin, on a tous entendu parler de Tintin au Congo, hein, c'est plus vraiment approprié. Mais même des livres aussi récents que, je vais vous en montrer deux. Vous allez voir, il faut vraiment faire attention. Vous connaissez peut-être la série Le loup qui ne voulait plus marcher, Le loup qui voulait changer de couleur. Il y en a toute une série, il doit y en avoir au moins une quinzaine. Puis c'est d'excellents livres, c'est des livres qui sont récents. Comme je vois Le loup qui ne voulait plus marcher, je pense qu'il date de quelques années à peine. C'est vraiment pas très vieux du tout, du tout. Et dans Le loup qui ne voulait plus marcher, ben, le titre le dit, il ne veut plus marcher. Donc, il décide à chaque mois d'utiliser un moyen de transport différent. Alors, en janvier, il essaie la bicyclette. De toute évidence, il ne vit pas au Québec. Nous, on a eu 30 cm de neige hier, ça serait pas une bonne idée. Puis bon, ben, il y a une roue qui à plat, donc il décide de changer. En février, il chausse des skis puis il se casse la margoulette. Et ça continue comme ça avec différents moyens de transport. Et quand on arrive au mois de juillet, il s'achète un billet de train et regardez, vous voyez, il se fait attaquer par des Indiens avec tomahawk et plumes. Alors, quand j'avais proposé ce livre-là à des bénévoles qui, à un moment donné, puis moi, je n'avais pas regardé toutes les pages. Je dis, je trouvais ça le fun. Une année, il prend une auto, une année, un mois, il prend l'auto, il prend les votes de 7 lieux, il prend un bar, etc. Puis c'est mes bénévoles qui sont arrivés et qui ont dit, Anne, on ne peut pas lire ça. Je dis, pourquoi? Ils ont dit, regarde le mois de juillet. J'ai fait, oh! Là, j'ai dit, ben, est-ce qu'on pourrait dire qu'il se fait attaquer par des enfants? Puis ils m'ont dit, non, 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 non. On ne peut plus se déguiser, même des enfants déguisés avec des plumes, des tomahawks, là, ça passe pas au Québec. Puis j'ai dit, ben, vous avez parfaitement raison. Ce livre-là, c'est un livre français. En France, ça passe, mais au Québec, ça passe pas. Donc, le loup qui ne voulait plus marcher, out. On, on l'élimine. Vous allez voir, je vais me pencher puis je vais lancer des livres à côté et inquiétez-vous pas, je les lance pas trop loin. Mais même celui-ci, le loup qui voulait changer de couleur,
qui est magnifique. Le loup, il était une fois, non, il était une fois, oui, un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Ma fille est enseignante. Elle était enseignante en maternelle. Maintenant, elle enseigne à l'université pour former des enseignants en maternelle. Et le loup, donc, elle lit ça à ses élèves dans sa classe, très multiethnique. Et il y a un petit garçon à la peau brune, mais qu'on dit noire, qui dit, mais pourquoi c'est pas bien d'avoir la peau noire? Et là, on a fait comme, ah, ben oui, c'est problématique parce que ça véhicule un message comme quoi d'avoir la peau noire, c'est pas à la fin, il est content de sa peau, là, le loup. Il est content de la couleur de sa fourrure. Il essaie le vert, le rose, le rouge, puis à chaque fois, ça fonctionne pas. Et puis finalement, il dit, je suis très bien en loup. Mais moi, je suggère avec ce livre-là de plutôt dire que le loup est gris, puis qu'il n'aime pas sa couleur. Il y a peu de gens qui aiment le gris comme couleur. Il y a peu de gens qui ont la peau grise comme couleur de peau, c'est assez rare, n'est-ce pas? Donc, on ne risque pas de heurter qui que ce soit à ce moment-là. Et par contre, s'il y a un enfant qui sait lire, il va voir que c'est écrit noir plutôt que gris. Mais si vous lisez à des enfants de 3, 4, même 5 ans, là, il y a peu de chances. Bon, il y en a quelques-uns à 5 ans qui savent lire, mais quand même très peu. Alors, c'est une façon d'adapter à ce moment-là le livre. Mais comme vous voyez, il faut faire attention. Il y a des livres qui peuvent, même sans être vieux, qui peuvent être récents, mais qui quand même sont pas nécessairement. Oui, je vois une question, Lynn. Allez-y. Oui, je vois que dans le petit dépliant moi je suis complètement nouvelle, là, c'est la Oui. première expérience que je vais commencer la semaine prochaine, donc j'ai des questions. Dans le petit guide, la sélection, Oui. oui, Oui. il y a un des livres de la série Le Loup qui est là. Oui. Donc, Oui, ça je vais peut aller être le n'importe. chercher. Je me lève, là, je vais aller le chercher. Je l'ai juste ici, le petit guide. Vous faites référence à ça? Exactement. Oui. Ben écoutez, je ne sais pas c'est lequel, là. Euh, C'est Tralala, Le Loup Tralala. ah ben c'est pas le même loup, ça. OK, donc C'est pas les la même autres livres. série. Ah, c'est pas la même série. Non, le loup tralala, là, c'est pas parce que il y a le. Oui, non, le loup tralala, c'est pas du tout la même série. Pas du tout, du Ah, tout. C'est pas parfait. du tout les mêmes auteurs. Ceux dont je vous parlais, là, c'était Oriane Lallemand, Éléonore Tullier. Ça, c'est Michael Escoffier, Chris Giacomo. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, ce petit dépliant-là, pour ceux qui l'ont, c'est très bien. C'est vraiment, ça a été fait il y a plusieurs années par les Réfère Lire. On n'a plus les moyens de faire ça. Ça coûte une fortune de faire un truc comme ça. Mais le problème de ce dépliant-là, ben en fait, il y a deux problèmes. Il y a d'une part, il n'y a rien qui indique les âges des enfants auxquels les livres s'adressent. C'est tous d'excellents livres. Mais il y en a dans ça, si vous les présentez à des enfants de 7-8 ans, ils vont vous dire, hey boy, la mémé, là, t'es plate pas mal. Et au contraire, il y en a d'autres qui sont beaucoup trop avancés pour des enfants de 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est un peu problématique, ou en tout cas, ça pose des questions. Et l'autre problème, c'est que c'est un dépliant qui date de plusieurs années, donc il y a certains livres qui ne sont plus disponibles. Vous allez peut-être les trouver en bibliothèque encore, ou au Village des Valeurs, ou dans des endroits où vous allez trouver des livres usagés, mais vous les trouverez difficilement dans certains cas, parce qu'ils n'ont pas été réédités ou réimprimés depuis plusieurs années. Donc, mais cela étant dit, euh, c'est quand même d'excellents livres, là. Vraiment, ça, j'ai aucun doute. Même, je pense à celui-ci, là, Les Trésors de Monsieur. Ce livre-là, il est plus disponible nulle part. Je connais une enseignante qui le cherchait, puis je lui ai donné, moi je l'avais, puis je lui ai donné parce qu'il voulait s'en servir pour faire des activités dans leur classe de maternelle. Mais elle m'a dit, j'ai cherché partout, partout, puis il ne se trouve plus. Est-ce qu'on peut toujours se fier aux catégories d'âge inscrites sur les livres? Oui et non. Euh, Pas toujours. Parce que d'abord, l'âge des enfants, comme je disais, le développement d'un enfant est pas toujours égal. Un enfant de 5 ans puis un autre enfant de 5 ans n'auront pas nécessairement le même développement. Puis, il y a des éditeurs qui sont très optimistes par rapport aux catégories d'âge qu'ils indiquent sur les livres. Euh,
Ça va être écrit 4 à 8 ans, mais pensez-y, là, un enfant de 4 ans et un enfant de 8 ans, là, on n'est plus à la même place, du tout, du tout, du tout. L'enfant de 8 ans, il sait lire, l'enfant de 4 ans, c'est encore un toddler, là, c'est encore un tout petit. Donc, c'est assez vaste. Oui, France, vous avez une question? Oui, moi, je vais être en immersion première année, deuxième année. Donc, qu'est-ce qu'il y en Oui. a des enfants en immersion? Est-ce On que ça va, va être... on va en parler, OK, mais les enfants en immersion, le défi, c'est qu'ils comprennent peu le français. C'est pour ça qu'ils sont en immersion. C'est des classes d'accueil en francisation. Donc, à ce moment-là, il faut aller. La difficulté, c'est qu'il faut aller avec des livres simples, mais pas trop bébés non plus. Donc, il faut aller avec des livres, mais je vais vous donner quelques pistes par rapport à ça. D'accord? parfait, merci. Donc, on fait attention aux livres donc, qu'on a gardés puis qui sont plus appropriés. On fait attention aux livres dont les couleurs sont défraîchies aussi. Comme moi, le livre préféré de ma fille la plus jeune, c'était Chien bleu, que j'ai pas avec moi parce que il est chez elle pour ma petite fille, mais qui est un livre qui est encore considéré en France comme un classique. Et l'exemplaire que j'ai gardé de quand elle était petite, qu'on a dû lire un millier de fois, au moins, il est défraîchi aujourd'hui. Mais Chien bleu, c'est un livre qui est encore réédité sans arrêt. Donc, si je veux le lire, je vais essayer de me procurer une version plus actuelle. Puis, dans certains cas, par exemple, si vous avez des enfants de l'âge des miens, il y avait des livres de Ginette Enfousse avec Gigi et son bébé tamanoir mangeur de fourmis pour vrai. Alors, ces livres-là ont été réédités et vraiment un peu... les illustrations sont les mêmes parce que c'est elle qui faisait le texte et les illustrations, mais ça a été un peu revampé. Donc, quand c'est des livres qui sont réédités comme ça, ben, la version plus moderne va être plus intéressante parce qu'un livre plus vieux, aux couleurs défraîchies, va être beaucoup moins intéressant pour les enfants qu'un livre plus récent. Ça, c'est certain. Je vous conseille d'éviter tout ce qui provient de l'univers Disney pour deux raisons. D'une part, c'est un univers auquel les enfants ont beaucoup et même trop accès. Il y a beaucoup de petits livres qui se font à partir des films de Disney, mettons Cars là, ou La Reine des Neiges ou je ne sais pas quoi. Et si vous avez essayé de lire ces livres-là, vous avez probablement constaté que c'est très difficile parce que l'histoire du film condensée en quelques pages, ça devient vraiment des fois complexe. C'est pas nécessairement des livres qui sont agréables à lire à voix haute. Fait que moi, là, de toute façon, les enfants vont y avoir accès à l'univers de Disney. Là. Fait que moi, j'évite ça complètement. Puis, avec les enfants les plus jeunes, puis c'est un peu la même chose pour les enfants qui sont en accueil, en francisation, privilégier les livres qui ont peu de texte et qui ont des très belles images. Marie-Claude, je viens à vous dans 2 secondes. Des très belles illustrations parce que c'est les illustrations qui vont capter leur attention. Puis à ce moment-là, ça peut être un livre, ça là, Charles à l'école de dragon, c'est un de mes livres préférés dans l'univers. C'est un des plus beaux livres que j'ai vus de ma vie. Juste en ouvrant les pages de garde, vous voyez, on va en parler de ça, les pages de garde. Mon illustration préférée dans ce livre-là, je vous la montre, elle est très appropriée aujourd'hui. Regardez ça. Vous voyez bien, j'espère. C'est de toute beauté. C'est vraiment, ce livre-là, c'est magnifique. Mais c'est un livre dont le texte est très long. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche, parce que c'est un petit dragon qui fait des poésies, fait qu'il y a ses poèmes, puis bon. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de le lire et de le raccourcir, de sauter les poèmes et de raconter l'histoire et de vous approprier l'histoire sans lire mot à mot ce qui est écrit. Alors, ce livre-là, je pourrais très bien le lire à ma petite Charlotte, ma petite fille. Peut-être, là, elle a 3 ans, ça serait peut-être un peu long, même en le raccourcissant. Mais quoique, je pense qu'elle aimerait beaucoup les images. Je vais l'essayer. Mais avec des enfants de 4-5 ans, je le lirais ou je le raconterais. Puis avec des enfants de 7-8 ans, là, je le lirais. Donc, je pourrais utiliser le même livre, mais à des niveaux différents. Marie-Claude, votre question. OK. Que pensez-vous des livres de Robert Munch? Ah! Ben écoutez, c'est des classiques, hein, les robots de Oh, Munch. les enfants aiment ça, hein, les maternelles. Ben oui. Ben oui. Puis, il y en a, j'en ai ici. J'en Attendez. ai plusieurs, je les ai tous gardés. Que je raconte à mes enfants il y a 25 ans, à peu près.
Ouais, moi aussi, j'en ai plusieurs. Ouais. Il y en a qui sont le texte est très simple, il y en a d'autres où le texte est plus long. Mm, mm. Alors, on peut choisir avec les plus jeunes ceux dont le texte est plus simple, puis Ouais. avec les plus vieux, ceux dont le texte est plus long. Comme celui-là, je voyais faire ça. Non, je pensais à celui qui s'intitule Une journée pyjama, où les enfants sont en pyjama à l'école, puis je me demande si c'est pas le directeur d'école qui tombe endormi. En tout cas, je me souviens pas exactement. Mais il y en a qui sont plus faciles à lire à des plus petits, puis d'autres qui vont aller peut-être plus pour des plus vieux. Puis la particularité de Robert Munch aussi, c'est qu'il y a certains livres qui se passent avec des autochtones. Donc, si vous lisez à des enfants dont certains sont d'origine autochtone, ça peut être intéressant. Il y a, entre autres, je vais en parler plus loin, Vilain Maringouin, puis tes chaussettes sentent la moufette. Vilain Maringouin, il a même été illustré, parce que Robert Munch, d'habitude, il est illustré par Michael Marchenko, mais Vilain Maringouin, il a été illustré par Jay Hodgick, qui est un illustrateur d'origine autochtone. Alors que tes chaussettes sentent la moufette, lui, c'est Michael Marchenko, mais c'est un univers autochtone. C'est la petite fille, on voit les enfants. Donc, ça, c'est parfait pour quand on lit à des enfants qui sont d'origine autochtone. Oui, Anne-Marie, allez-y. Merci. Parole, allez-y. Merci. Comment s'écrit Munch, Robert Munch? Munsch. Mais vous allez avoir tout ça dans ce que je vais vous Merci. envoyer. Mais Merci c'est beaucoup. Munsch. Merci. Ça, c'est un auteur canadien-anglais qui a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Anne-Marie, baissez votre main, s'il vous plaît, comme ça, si vous avez une autre question, vous la lèverez. Il a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Il se rendait beaucoup dans les classes, dans les écoles. Et les livres qu'il a écrits ont beaucoup été inspirés par les enfants, par des questions que les enfants posaient ou par des petites anecdotes. Et malheureusement, il est atteint d'Alzheimer maintenant. Il y a eu des articles sur lui dans le New York Times récemment, même si le New York Times est un journal américain, mais lui, c'est un auteur canadien-anglais. Et il y a quand même des livres qui vont sortir encore parce qu'il avait plein de livres accumulés. Donc, il y a encore des nouveautés, je pense, qui vont paraître. Mais c'est un auteur extraordinaire. Les enfants aiment beaucoup. Alors, il ne faut pas se priver. Pourquoi se priver? Si les enfants aiment, allez-y. Et tu sais, je parlais de livres dont le texte est long puis qu'on peut raccourcir. Je vous en montre un autre. Celui-ci, qui est un vieux livre, Tina et le pingouin, qui est l'histoire d'une petite fille qui trouve un pingouin qui le ramène chez elle. Mais vous allez voir, il y a des pages complètes de texte. C'est beaucoup trop long pour lire comme texte, pour lire aux enfants, si on veut, surtout les plus jeunes, si on veut pas qu'ils perdent l'intérêt. Mais il n'y a rien qui vous empêcherait de prendre ce livre-là, qui est quand même un livre qui n'est pas récent, mais dont les illustrations sont encore très jolies, et de raccourcir l'histoire, de vous l'approprier pour la raconter. Ça serait tout à fait possible. Vous disiez tantôt, il y a quelqu'un qui posait la question, qu'est-ce qu'on fait là, si un enfant, d'avoir un plan B? Moi, je dis, ayez toujours 3 à 5 livres dans votre sac pour chaque période de lecture. OK, ça serait surprenant que vous les lisiez tous, là, à moins d'être une machine à lecture. Mais ça va éviter qu'il arrive, par exemple, que les enfants disent il est plate ton livre, madame. Moi, ça m'est déjà arrivé. Madame, il est plate ton livre. Puis je me souviens d'une de mes bénévoles qui m'a dit que la même chose qui est arrivée l'automne passé. Elle dit, moi, j'avais un livre, là, j'étais en amour avec ce livre-là. Puis elle dit, les enfants m'ont dit, mais il est plate ton livre, madame. Donc, si vous en avez un autre dans votre sac, ben vous le sortez. Ça peut arriver aussi, on va venir à vous, Louise. Ça peut arriver aussi que les enfants disent ben celui-là, on le connaît, puis on le veut pas. On le veut plus. Mais ça peut arriver que les enfants disent on le connaît, lis-le encore, on l'aime. Ça arrive souvent. Les enfants, vous savez, si vous avez été parents, ils se tannent pas. Quand je disais que j'ai lu 1000 fois au moins le livre Chien bleu à ma fille, c'est pas des blagues, là. C'était chaque soir qu'il fallait relire Chien bleu. Donc, les enfants, même s'ils ont déjà eu ce livre-là, on leur a déjà lu. Puis parfois, c'est une partie des enfants aussi. Un enfant va dire ah, moi, je lis chez moi, je l'ai déjà lu. Mais on peut se faire un allié de cet enfant-là en disant ah, toi, tu connais la fin, mais nos amis ne la connaissent pas. Moi aussi, je la connais, mais on va leur faire découvrir. Tiens, toi, tu vas tourner les pages quand je vais te le dire, mais on va pas dire la fin tout de suite. On va laisser les amis la découvrir. Tu sais, il faut être capable de se faire des alliés à travers ça. Louise.
Louise, petite main levée, vous avez une question? Excusez-moi, je n'avais pas réactivé mon micro. Pas de problème. Excusez-moi, c'est une question technologique par rapport à... Vous dites que vous allez nous donner la liste de tous Oui, les sites et compagnies, mais si je quitte avant... vous allez euh, l'avoir quand même. On va oui. vous l'envoyer par courriel. Ah, d'accord, c'est parfait, merci. Vous Aucun avez problème. répondu. OK, Aucun problème. d'accord. Alors, c'est vous, baissez votre main, Louise. Si vous avez une autre question, vous la lèverez. Oui, j'essaye, attendez. Ah, mais c'est correct, on vous laisse le temps. Fermez votre micro aussi. Donc, là, vous entendez mon chien qui jappe. Désolé, ça va avec. Hein, c'est comme ça. Vous êtes totalement libre et vous êtes responsable du choix de vos livres. Il n'y a personne qui peut vous obliger à lire un livre et on ne peut pas vous interdire de lire un livre non plus. Parfois, ça peut, puis on va élaborer là-dessus. Parfois, une enseignante peut vous dire, écoutez, pourriez-vous ne pas lire ce livre-là parce que j'ai une activité qui est prévue le mois prochain ou la semaine prochaine ou la session prochaine. Donc, je voudrais garder le punch pour ce moment-là. Ben, s'il vous plaît, obtempérer, là, je veux dire, c'est comme ça serait quand même bête de vendre le punch avant que l'enseignante lise le livre. Donc, ça, c'est l'exception. Mais autrement, j'ai déjà vu, c'était en Ontario, dans une école catholique, où on avait dit aux bénévoles, je suis désolée pour le bruit, mon tout se fait aller, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, un lièvre ou une personne, on ne sait pas. Donc, les enseignantes, les bénévoles s'étaient fait dire, vous ne pouvez lire que des livres avec des familles traditionnelles. Donc, papa, maman, enfant. Absolument pas d'homoparentalité, etc. C'est le genre d'affaires que vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Naturellement, ça peut vouloir dire que dans cette école-là, là, c'était une école catholique, c'était apprendre ou à laisser. Si les bénévoles n'obtempéraient pas, lire et faire lire allaient être bannis de l'école. Là, c'est à voir avec les coordonnateurs et avec nous, voir ce qui va se passer. Mais normalement, on ne peut pas vous interdire de lire certains livres. Moi, je vous suggère fortement d'essayer de trouver des livres. Oui, Lynn, vous avez une question? Oui, puisqu'on parle du choix des livres, est-ce qu'on doit tenir compte, là, j'ai pas vu mon groupe, je ne sais pas s'il va y avoir Oui. des garçons, des filles, est-ce qu'on doit tenir compte du genre? Tu sais, est-ce Ben, que moi, j'étais ouais. avec l'ancienne mentalité, là, tu sais, je tenais compte, j'ai un fils, une fille, je tenais compte des intérêts de mon Mais fils, oui de, et tu sais, non, oui et non. Je veux dire, les filles peuvent aimer les camions, puis les garçons peuvent aimer les princesses, là. Puis on va mhm. parler, par exemple, de livres avec des stéréotypes dans quelques minutes. Par exemple, je connais une bénévole qui, à un moment donné, elle avait un groupe de 3 petites filles. Puis les petites filles s'étaient concertées, puis elles avaient dit, nous, on veut des livres de princesses. Puis la bénévole en question était vraiment pas princesse, là. Tu sais, comme les princesses, là, ça lui tapait ses nerfs. Alors, elle a trouvé un compromis. Elle a apporté des livres de princesses, mais pas princesse à la Disney. Elle a apporté, par exemple, Pétunia, princesse des pets de Dominique Demers, qui est très rigolo. Elle leur a apporté La princesse et le poney, qui raconte l'histoire d'une princesse viking qui reçoit un poney pour sa fête. Elle demandait un cheval, puis ses parents lui donnent un poney, puis elle est complètement déçue, mais finalement, ça s'avère être une excellente... Le poney va remporter des prix, etc. Et elle leur a apporté aussi, je pense que c'est la princesse qui avait presque tout, qui était une princesse désagréable. Alors, les petites filles se sont ensuite concertées, puis ont décidé que la bénévole connaissait rien aux princesses, puis ont arrêté de la chaler avec les histoires de princesses. Puis elle a pu apporter ce qu'elle voulait. Mais c'est sûr que c'est une bonne idée d'apporter aux enfants des livres qui les intéressent. Fait que si vous avez une gang de petits garçons qui adorent les dinosaures, ben c'est une bonne idée d'apporter des livres sur les dinosaures. Ou s'ils aiment, je pense à un bénévole qui, à un moment donné, il y avait un groupe de 3 enfants, dont un petit garçon. Les autres, je ne sais pas si c'était des garçons ou des filles. Puis le petit garçon en question n'avait pas l'air intéressé par les livres que le bénévole avait apportés. Puis le bénévole a demandé aux enfants, il a demandé à ce petit garçon-là, il a dû demander la même chose aux autres, là, mais qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Et l'enfant a répondu, moi j'aime les trocs. Alors, la fois suivante, il a apporté un livre avec des camions. Fait que ça c'est toujours intéressant de demander aux enfants quel sujet les intéresse, puis d'apporter des livres sur ce sujet-là.
Même chose, une bénévole, il y avait un enfant, c'était en deuxième année, puis il avait vraiment pas l'air intéressé par la lecture, il était à terre, il dérangeait pas, mais il avait pas l'air intéressé. Fait qu'elle lui a demandé qu'est-ce qui l'intéressait, il a dit, moi j'aime beaucoup les serpents. Ah ben, elle dit, ça tombe bien, j'ai plein de livres sur les serpents. Puis comme elle m'a dit, je me suis gorochée à la bibliothèque parce qu'elle n'en avait pas des livres sur les serpents, mais elle est allée à la bibliothèque, elle en a trouvé. Et la fois suivante, elle lui a proposé, ben, si tu veux t'asseoir avec nous pour écouter une histoire, après ça, je te prêterai ce livre-là sur les serpents. Puis ça a fonctionné. Donc, vraiment, de demander aux enfants ce qui les intéresse, mais pas de partir, nous, avec des idées préconçues de ce qui va les intéresser. Parce que c'est des garçons, ils vont s'intéresser au camion. Peut-être, mais peut-être pas. Et parce que c'est des filles, elles vont s'intéresser aux princesses. Peut-être, mais peut-être pas. Donc, si nos idées préconçues, si on les transmet aux enfants, là, c'est moins bon. J'espère que ça répond à la question. Sinon, levez votre main à nouveau. Essayez. Vous allez probablement, on vit dans un monde de plus en plus multiethnique. On a dans les groupes d'enfants auxquels on lit, que ce soit à l'école ou ailleurs, de plus en plus d'enfants qui viennent de différentes nationalités. C'est important d'essayer de trouver des livres dans lesquels les enfants vont se reconnaître. Je vous parlais tantôt de Robert Munsch avec les livres avec des personnages d'origine autochtone, mais la même chose avec des personnages de diverses origines. Alors, je vous en montre quelques-uns. Par exemple, Marie-Louise Gay avec Mustapha, qui est l'histoire d'un petit garçon qui arrive d'un pays étranger, qui n'est pas nommé. Et ça convient bien, par exemple, pour des enfants qui sont en francisation, parce que l'histoire se comprend très bien, même si on n'arrive pas à comprendre tous les mots. Donc, on voit, il y a un bateau sur la mer, alors l'enfant s'en vient, il quitte un pays où les arbres sont très tristes, tout est gris, et il arrive dans un pays où il y a des fleurs, des oiseaux, des arbres avec des feuilles. Et donc, on dit qu'il a voyagé très longtemps. Puis, on voit cet enfant-là, il ne comprend pas la langue, il ne comprend pas les gens, il entend des bruits, mais il ne comprend pas. Et là, on le voit avec sa maman, et sa maman porte un foulard. Donc, puis Mustapha, ça nous donne l'idée qu'il est d'origine arabe. Et c'est une histoire magnifique parce qu'il va se faire une amie, il va devenir ami avec une petite fille, presque sans parole, là, comme moi, Maria, toi, Mustapha. Là. Mais l'amitié entre les enfants, on le sait, les enfants peuvent parler des langues complètement différentes et devenir de très bons amis. Donc, ça, pour un enfant qui arrive d'un pays musulman ou arabophone, ben, de voir une maman avec un foulard, ben, ça l'ancre dans sa réalité à lui. Et puis, si on va avec les enfants à la peau brune, ben, j'en ai deux ici. Il y en a plein d'autres. Hein. J'en ai deux ici, là. Vas-y, Jabari, puis Jabari plonge. Où il y a. C'est pas une histoire qui parle de la couleur de la peau. C'est juste une histoire d'un enfant. Dans Jabari plonge, il se rend à la piscine avec son papa. Il monte sur le tremplin, puis là, il a peur de plonger. C'est juste que le personnage principal a la peau brune, tout simplement. Puis on voit les enfants à la piscine, puis il y a des enfants avec de la peau de toutes les couleurs. T'sais. Ils peuvent être plus asiatiques ou plus bruns ou plus peu importe. Et puis il y en a des blancs à travers ça. Là. Mais tout simplement, et l'enfant, en se reconnaissant, ça valide son existence. Moi, j'en ai pris conscience au moment où un de mes bénévoles m'a raconté une journée. Il dit, ça faisait un mois, je pense, qu'il lisait aux mêmes enfants dans son groupe. Puis il dit, en lisant un livre, il y a un petit garçon qui a pointé un personnage, puis il a dit, lui, il est comme moi. Puis il dit, j'ai réalisé que c'était dans les livres que j'avais apportés jusqu'à maintenant, donc depuis un mois, c'était la première fois qu'il y avait un personnage à la peau brune. Donc là, l'enfant se reconnaissait dans un livre. J'existe, je suis dans le livre. Alors, là, je me suis dit, ah ouais, ben c'est important. C'est important de trouver comme ça des livres, de chercher. Il y en a de plus en plus. Il n'y en avait pas beaucoup, mais de plus en plus, il y en a. Puis je vous donne des titres, quelques titres là, dans les livres que je vous suggère dans le document que vous allez recevoir. Donc, vous allez recevoir ces titres-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On vous suggère de ne pas lire des livres abordant de manière trop directe la sexualité. Comment on fait les bébés. Pas parce que c'est mauvais, là, pas du tout, mais parce que vous ne serez pas là le lendemain pour répondre aux questions. Puis vous ne serez pas là le surlendemain.
puis les enfants vont sûrement avoir des questions. Donc, puis l'enseignante ne saura pas ce que vous avez lu, puis elle ne saura pas ce que vous avez dit, puis là, les enfants vont arriver avec des questions. Donc, c'est simplement pour ça, pour éviter. Et on vous suggère aussi très fortement d'éviter tous les livres qui ont rapport avec la religion. Parce que vous pouvez, justement, dans un monde qui est de plus en plus multiethnique, des enfants qui arrivent de partout, vous pouvez avoir des enfants de diverses religions ou de diverses, j'allais dire, cultes. Tu sais, ça peut être des chrétiens, mais chrétiens fondamentaux, etc. Puis là, quand on commence à se lancer dans l'histoire des religions, ça peut être compliqué. J'en ai fait l'expérience. Ma fille, je vous dis, enseignait. À un moment donné, elle enseignait en troisième année. Puis là, en troisième année, c'est quand même pas pire. Puis il y a une petite fille d'origine qui est musulmane qui m'avait demandé c'est quoi Noël? Puis, ben, à troisième année, là, je lui avais expliqué que dans la religion chrétienne, tu sais, Noël, il y avait il y avait un prophète qui était né, qui s'appelait Jésus, puis que c'était la fête de Jésus. Puis elle m'avait dit, ah, moi, dans ma religion, il n'y a pas ça, mais j'aime ça beaucoup Noël. Parce que il y a des fêtes, puis il y a des sapins, puis ma tante va venir, puis etc. Ah, parfait. Mais avec des enfants plus jeunes, puis aujourd'hui, j'hésiterais beaucoup à parler de ça, vraiment. Solange, Magistrie, vous avez une question? Oui, je me demandais parce qu'il y a aussi une vague sur la méditation, la respiration, se calmer. Tout ça. Est-ce que ça, c'est considéré comme religieux? Non, mais c'est pas de la lecture. Faire de la méditation, c'est pas faire Non, de la non, lecture. non, mais il y a des livres qui familiarisent avec ça, qu'on peut lire comme, Ah oui, comme il y a comme Oli, là, d'Élise Gravel, entre autres, là, sur la pleine conscience. OK, ça, C'est pas religieux. C'est pas c'est pas religieux. religieux. C'est ça que je voulais vérifier parce Non, que, c'est pas religieux. Par contre, les enfants vont peut-être se retrouver ça plate, là. Ça, non, c'est non, autre c'est chose. ça. Ça, c'est Mais, pas une mais non, lecture qu'on fait. ça n'a C'est pas juste un rapport avec la extrait. religion. Ça Non. peut être à la fin de la lecture, juste un petit extrait, ou s'il y a une histoire qui fait peur ou des choses comme ça. Oui, 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 oui. Non, non, c'est pas problématique. OK, Euh, merci. Renaud, c'est Madame En Renaud. fait, Renaud, c'est mon nom de famille. Je ne sais pas Oui, c'est pourquoi ça, c'est que Madame c'est là. Renaud. Mon nom, c'est Lynn. Oui. En fait, je me demande, pour ce qui a rapport aux religions puis aux différentes cultures, dans les écoles, c'est plus maintenant catholique. Quand ils viennent Oui. d'un milieu arabe, c'est pas des écoles pour les Arabes. Non. C'est tout mélangé. Ben oui. Ah, je savais pas. Il n'y a plus au Québec depuis plusieurs années, il n'y a plus d'école confessionnelle. Il y en a encore en Ontario, mais là, vous n'êtes pas ontarien, là. Mais il y a encore des écoles confessionnelles. Au Québec, en Ontario, il y a encore des écoles catholiques puis des écoles publiques. Puis dans les écoles catholiques, il faut avoir été baptisé. Dans les écoles publiques, on accepte tout le monde. Au Québec, il n'y a plus ça. Cette distinction-là n'existe plus. Toutes les écoles, il peut y avoir des écoles privées. Puis oui, dans les écoles privées, si vous lisez les journaux, vous savez qu'il y a des écoles confessionnelles dans les écoles privées. Il peut y avoir des écoles juives où on va admettre seulement des juifs, puis il peut y avoir des écoles où on va admettre seulement des enfants musulmans, puis on va étudier le Coran. Dans les écoles privées, oui, ça existe. Mais dans les écoles publiques, il n'y a plus de cours de religion, on parle plus de Jésus. Il y a des cours disons, de société québécoise. Mais bon, on parle surtout avec les plus vieux, avec les plus petits, c'est vraiment très, très, très sommaire. Mais il n'y a plus du tout, on ne va pas parler de Jésus ou rien de ça, là. Plus du Ça, tout, du tout. ça me va beaucoup. Oui, ça me va beaucoup. En fait, est-ce que moi, ma façon de penser va être acceptée si, pour moi, tout le monde, peu importe la couleur, la nationalité, la religion, peu importe, un enfant, c'est un enfant, que ça soit un garçon ou une petite fille, Ouais. c'est un enfant. Je n'irai OK. pas commencer à inciter ou à ouvrir l'esprit à des enfants qui peuvent changer de sexe. J'irai Ah, pas, tu OK, sais, attendez, si vous voulez, on va venir à ce sujet-là. On va OK, revenir à ce sujet-là, OK? Puis on va voir, si vous avez d'autres questions, vous viendrez. Vous n'hésitez pas, OK? Mais je vais en parler dans quelques minutes, OK? parfait, merci. L'Halloween. Il y a des enfants. Oui, Monsieur David, vous voulez une question? Vous avez une Oui, question? j'ai une question justement parce que c'est très bien que vous apporté ce sujet-là. Si un enfant ou des enfants demandent par exemple pour la fête de Noël, demandent des questions,
bon, ça dépend les parents, ça dépend de quelle religion ils viennent. Est-ce que ça veut dire, pour certains, je ne devrais pas en parler, pour d'autres, je devrais en Non, 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 parler? non, 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 non. Moi, pour les fêtes, là, je mets l'Halloween puis Noël dans ça, puis Pâques, là. Parce que l'Halloween, vous savez, il y a des enfants, par exemple, s'ils sont c'est quoi, non, je me souviens plus, il y a certains groupes chrétiens, là, fondamentalistes, là, pour qui l'Halloween, là, c'est des monstres, c'est le démon, là. Donc, il y a des enfants pour qui l'Halloween, c'est quelque chose de tout à fait. Puis il y a des enfants qui viennent de pays où ils n'ont jamais vu ça. Du monde qui se déguise en fantôme puis qui mettent des squelettes devant leur maison. Là, c'est aberrant là, pour eux. Donc, quand on arrive avec une fête comme ça, des fois, c'est bien de demander aux enseignantes est-ce que tous les enfants connaissent l'Halloween? Puis c'est bien d'arriver avec des livres qui vont expliquer ce qu'est l'Halloween, tu sais, pourquoi il va y avoir des décorations de citrouilles, puis de sorcières, puis etc. au portes. Il y a un livre, par exemple, encore une fois, Robert Munch a fait un livre là-dessus, venu de loin, et c'est une petite fille qui a peur, sans bon sens, là, elle voit des monstres, puis des zombies, puis etc., puis elle sait pas d'où ça vient. Donc, ça explique vraiment d'où vient cette fête-là. Il y a d'autres livres, par exemple, je pense à... cette série-là, Wapi le Wapiti. Ça explique, c'est Wapi le Wapiti, les citrouilles géantes, puis ça explique la fête de l'Halloween, puis qu'on passe au pot, puis qu'on récolte des bonbons, puis tout ça. Puis pour Noël, ben c'est un peu pareil. On peut très bien parler de Noël sans parler de Jésus, parce que on peut le déplorer, là, mais le fait est qu'aujourd'hui, dans la société québécoise, Noël, c'est le Père Noël, les cadeaux, les fêtes de famille, le sapin, etc. Mais la naissance de Jésus, c'est plus vraiment, c'est pas de ça dont on parle généralement. Donc, on peut très bien parler des fêtes de fin d'année, qu'il va y avoir un congé, qu'il y a des fêtes, qu'il y a de la lumière, les gens décorent devant leur maison, ou aussi beaucoup parce qu'il fait noir à ce temps-là de l'année, les nuits sont longues, donc on met de la lumière. Puis la même chose pour Pâques, on peut parler du printemps, du chocolat, des lapins, des fleurs qui vont commencer à pousser, etc., sans parler de la résurrection du Christ. Donc, on peut parler des fêtes, mais on n'a pas besoin d'insister ou d'entrer dans l'aspect religieux de ces fêtes-là. Madame Anne-Marie, vous avez demandé pour enregistrer, j'ai dit non parce que nous enregistrons la présentation, la Très bien, formation. c'est compris. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec après, je ne sais pas, mais j'accepte pas les autres enregistrements. Donc, je suggère qu'on parle de ces fêtes-là parce que c'est sûr que si on arrive au 10 décembre et on lit à des enfants, ben, ça serait normal de parler des fêtes de fin d'année qui s'en viennent. Puis si on lit dans le temps de Pâques, ben, ça serait normal, il va y avoir quelques jours de congé, de parler de ça. Mais c'est pas à nous à aborder l'aspect religieux de ces fêtes-là. Parce que comme je vous dis, on est là très peu avec les enfants, une demi-heure, 45 minutes par semaine. C'est très difficile d'aborder ce sujet-là. Oui, M. David. Ma question, peut-être je me suis mal exprimé, mais si un enfant aborde ce sujet, c'est pas à nous à leur dire quoi que ce soit, mais ici, il pose des questions. Ben, on répond le plus simplement possible, sans entrer dans des explications. On garde ça simple, hein? On garde ça le plus simple possible. Si l'enfant vous demande, veut savoir l'aspect religieux des choses, ça peut arriver, comme je vous dis, moi, c'est arrivé en 3e année, ça peut arriver avec des enfants un peu plus vieux, mais on garde ça le plus simple possible. Comme moi, la petite fille, je lui avais dit, ben dans la religion chrétienne, on considère qu'il y a un prophète qui s'appelle Jésus, qui est né cette journée-là, et on fête son anniversaire. Alors, elle, prophète, Mahomet, prophète, je dis, OK, un autre prophète, ça va, puis on fête sa fête. Bon, ben, c'était, pour elle, là, c'était suffisant. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus que ça. Puis ça a répondu à sa question, puis ça n'a pas soulevé plein d'autres questions. Elle m'a juste dit, ben moi, je ne fête pas cette fête-là de ce prophète-là, mais j'aime ça Noël parce que ma tante, elle va venir chez nous, puis on va manger telle affaire. Bon, regarde. On garde ça le plus simple possible. S'il y a une question, mais s'il n'y en a pas, on ne s'embarque pas dans des explications de nature religieuse. Ça vous va? Si vous avez d'autres questions, posez-les. Les sujets délicats. Là, on parle de religion, mais il y en a d'autres des sujets délicats. Hein? La mort, le deuil, les conflits armés, l'immigration, l'intimidation, l'homophobie, l'homoparentalité. Il y en a plein des sujets délicats. Vous allez peut-être vous-même vouloir aborder certains de ces sujets-là, ou peut-être que les enfants vont vous poser des questions
par rapport à quelque chose qu'ils vivent, parce qu'ils vivent, ces enfants-là, ils ont une vie là, en dehors de l'école. Donc, ils vivent peut-être dans une famille où ils ont 2 mamans ou 2 papas. Ou peut-être qu'ils ont vu quelque chose, ils ont vu un ami qui avait 2 papas ou 2 mamans. Alors, ils vont peut-être vous poser des questions, ou bien vous-même, vous allez peut-être vouloir aborder certains sujets avec eux. C'est sûr qu'il faut faire attention, il faut être délicat. Il faut éviter de réveiller ou de créer des traumatismes. Par exemple, si vous avez un enfant qui arrive d'un pays en guerre, ben, c'est peut-être pas une bonne idée d'aborder le sujet de la guerre. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas ce que cet enfant-là a vécu. Je pense encore à l'école où ma fille enseignait, où il y a une petite fille qui avait vu sa maman se faire tuer à coups de machette. Ben, c'est pas évident, par des soldats. Et donc, quand un policier est arrivé dans l'école, elle a hurlé à mort, littéralement. Puis on comprend. Quand on sait que son histoire, on comprend. Mais donc, on veut éviter d'aborder ces sujets-là. Et Marie-Claude, je viens à vous dans 2 minutes. C'est arrivé avec un bénévole comme ça. Il s'était dit, il lisait des petits garçons, il s'est dit, ah, tu sais, les petits garçons police, c'était, bon, stéréotype, oui, mais c'est le genre d'affaires qui peut les intéresser. Ben, il y a un enfant, justement, qui s'est mis à hurler quand il a vu l'uniforme de policier dans le livre, parce que lui avait vécu la guerre, donc policier, armé, là, ça se ressemble. Alors, parfois, donc, ça peut être utile de demander, les coordonnateurs peuvent demander aux enseignants quelques mots, des fois, de présentation sur les enfants pour éviter peut-être certains sujets. Je vous donne d'autres exemples. Marie-Claude, je viens à vous dans 2 minutes. Un enfant qui n'a pas de papa, là, qui n'a pas de papa dans sa vie, ben, on va éviter d'apporter un livre au moment de la fête des pères ou n'importe quand sur J'aime mon papa. Un enfant qui arrive d'un camp de réfugiés, ben, on va peut-être apporter un livre sur l'immigration, mais on va faire attention à ce qu'on choisit. Marie-Claude, oui. J'ai 2 petites questions. Est-ce qu'il arrive des fois où vous lisez des livres plus documentaires? Oui, je vais en parler. Oui, OK, d'accord. L'autre question, c'est les bibliothèques. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour pouvoir les avoir plus longtemps? C'est les grosses bibliothèques de Québec, oui, là? Oui. Oui. Mais ce n'est pas individuel. Nous, à Gatineau, on a une entente pour nos bénévoles avec la bibliothèque de Gatineau. Quand les bénévoles apportent leur cocarde, là, tu sais, le truc qu'on se met autour du cou, le marqué bénévole, lire et faire lire avec votre nom, ils apportent ça à la bibliothèque et ils ont droit à ce qui s'appelle le privilège des enseignants. Et donc, on leur fait une carte de bibliothèque supplémentaire. Oui. Et avec cette carte-là, ils peuvent emprunter un plus grand nombre de livres pour une plus longue période de temps. OK. Ça se négocie pas individuellement. Ouais. Il faut que ce soit votre antenne, donc votre groupe de bénévoles avec votre coordonnateur qui puisse négocier ça avec la bibliothèque de votre localité. Okay. Mais ça se fait. Nous, à Gatineau, on l'a fait, puis ça fonctionne très bien. Naturellement, on demande aux gens de ne pas monopoliser la bibliothèque au complet pendant 3 mois, là, de rapporter les livres au fur et à mesure, mais ça vous permet d'apporter les livres chez vous, puis de les essayer chez vous, puis de voir. Oui. Donc, vous allez peut-être vouloir aborder certains sujets difficiles. Je vous en propose quelques-uns. Par exemple, les différences physiques. Tu sais, comme dans ce livre-là, qui s'intitule Les Amis, qui est publié chez Isatis, on voit des enfants, un qui a des lunettes, un qui manque un œil, ou qui a une patch sur l'œil, peut-être pour forcer son autre œil à travailler. Il y a des enfants à la peau noire ou pas noire. Il y a des enfants plus gros, plus minces. Il y a des enfants, tiens, regarde, celui-là, ils ont 2 papas. Avec mon ami Fridolin, on a chacun 2 papas, c'est super pour les câlins. Donc, c'est quoi l'auteur? Je m'excuse, c'est quoi l'auteur? Vous allez tout avoir ça. Ah, d'accord. On va tout vous envoyer ça. Donc, tu sais, une petite fille qui, de toute évidence, suit des traitements médicaux, puis l'autre qui se met un masque pour ne pas la contaminer. Donc, tu sais, ça aborde la diversité. Si vous vouliez, par exemple, aborder un sujet comme la mort, parce que ça se peut que dans votre groupe, il y a un enfant qui vive un décès. Par exemple, son chien vient de mourir. C'est terrible, hein, dans la vie d'un enfant. Bien, ça, c'est moi. Justement, sur une petite fille qui vient de perdre
Puis un jour, ce 6 nous a regardés, il a remué la queue, il a fermé les yeux et il est mort. Tout le monde était triste à la maison. Oh mon Dieu, je les comprends. Moi, chaque fois que je perds un chien, je veux mourir moi-même. Puis il a dit, il y a un truc bizarre qui m'est arrivé, il y a un nuage noir qui s'est installé au-dessus de ma tête. C'était très pénible, je devais avancer les yeux baissés, etc. Puis j'arrêtais pas de pleurer, je pensais qu'il y avait du savon qui était entré dans mes yeux. Donc, ça explique vraiment comment on se sent quand on perd un animal de compagnie. Mais ça peut être aussi même, un enfant peut dire, ben moi, ma grand-maman est morte. Puis là, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir le goût d'apporter un livre où on parle de ça, Le chemin de la montagne de Marianne Dubuc, où c'est deux amis, un blaireau puis un chat, qui grimpent toujours la montagne ensemble. Et puis, à un moment donné, Madame Blaireau devient très vieille, puis elle est plus capable. Et finalement, le chat va continuer à monter la montagne tout seul, même si Madame Blaireau ne peut plus le faire. Donc, de dire que notre vie à nous continue. Fait qu'il y en a plein des beaux livres pour aborder des sujets comme ça. L'intimidation, vous savez que ça existe malheureusement partout. Une histoire comme Tyrannono, c'est un tyrannosaure, c'est une série de Gilles Chouinard qui a été publiée il y a quelques années, mais qui se trouve encore. Alors, c'est un petit tyrannosaure qui se fait intimider par d'autres plus grands. Et puis finalement, qui va montrer qu'il n'est pas un tyrannono du tout, qu'il est capable de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Puis les autres vont finir par trouver que finalement, il n'est pas nono, pas du tout nono. Donc, ça, sur l'intimidation, je vais vous donner d'autres titres dans ce qu'on vous envoie, puisqu'on va vous envoyer. L'immigration, j'adore ce livre-là, La valise. C'est un animal bizarre qui arrive dans un pays entraînant sa valise. Et les autres, quand il arrive, il est très, très, très fatigué, il s'endort. Et les autres, juste avant, les autres lui demandent qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Puis il dit il y a une tasse à thé, une chaise, une table et une maison. Et là, il est très fatigué, il se couche puis il fait un dodo. Puis les autres animaux disent ben là, ça se peut pas, il peut pas avoir tout ça dans sa valise, c'est impossible. Donc, ils sont curieux, ils font quelque chose de vraiment pas gentil. Ils prennent une grosse roche, ils la lancent sur la valise éclate, et à l'intérieur, ils voient la tasse à thé, tout éclaté en morceaux, et une photo avec la bestiole en question, assise sur une chaise devant une petite table, devant une petite maison. Et là, ils disent « Oh, pelaille, on a fait une bêtise. » Ils comprennent que c'était ses souvenirs qui étaient dans sa valise. Alors, pendant que l'étranger fait dodo, ils décident d'essayer de réparer leur erreur. Et pendant ce temps-là, lui, il dort puis il rêve à ce qu'il avait vécu, donc le grand voyage qu'il avait fait. Et quand il se réveille, il voit qu'ils ont réparé la tasse. Et la tasse, vous voyez, est sur une table. Et en fait, ils lui ont construit une petite maison. Ils ont déposé la tasse sur une table avec une petite chaise. Et là, ils lui disent nous espérons que ça te plaît. On est désolé d'avoir cassé ta valise, cassé ta table. On l'a réparée du mieux possible. On espère que ça te plaît. Puis il dit merci, c'est parfait, mais il y a un petit problème. On va avoir besoin de plus de tasses pour partager. C'est magnifique. C'est de toute beauté. C'est vraiment l'accueil des autres. Puis j'ai trouvé cette année un autre livre dans ce style-là qui s'appelle D'où viens-tu? Ben, pas dans ce style-là, différent. D'où viens-tu, Lou? C'est une enseignante suppléante qui arrive dans une classe, puis elle décide, puis il y a des enfants de différentes origines, on voit, puis elle décide de demander aux enfants d'où ils viennent. Puis elle demande à un petit garçon, puis il dit d'où tu viens? Ben, puis il y a la peau brune. Puis il dit je viens d'ici. Puis la madame, l'enseignante est surprise. Mais elle m'a dit d'où tu viens avant? Mais il dit je viens pas d'ailleurs, je suis née ici. Puis là, elle demande à un autre d'où tu viens. Puis la petite fille est d'origine asiatique avec les yeux bridés. Elle dit moi je viens d'ici. Puis elle dit oui, mais avant, tu viens d'où? Mais elle dit je viens d'ici. Puis là, finalement, Lou a la réponse. Elle dit je viens d'Afrique. Mais Lou, là, est québécoise pure laine. Puis là, l'enseignante a dit mais non, mais c'est quoi là? Mais elle dit oui, mais on a appris que
Alors, on a appris, l'enseignante demande, mais c'est tes parents qui sont nés en Afrique? Elle dit non, non, non. Elle dit, c'est tout le monde vient d'Afrique. On a appris que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. C'est là que sont apparus nos premiers ancêtres. Les humains se sont répandus dans le reste du monde. Ils ont peuplé tous les continents. Alors, tout le monde, tous les enfants disent, ben moi aussi, je viens d'Afrique. Moi, je viens d'Afrique. Moi, je viens d'Afrique. Donc, tu sais, c'est pour montrer que dans le fond, on est tous pareils. J'adore ce livre-là. D'où viens-tu? Donc, encore là, un sujet, tu sais, l'immigration ou d'où est-ce qu'on vient, on est tous pareils, on est tous semblables. Les familles différentes, les familles qui ne sont pas nécessairement papa, maman, enfant. Ulysse et Alice. Ulysse, c'est un petit garçon qui veut adopter une petite souris. La petite souris s'appelle Alice. Mais pour pouvoir adopter sa petite souris, il doit demander la permission à ses deux mamans. Parce que oui, Ulysse a deux mamans. Je l'ai lu dans une classe. Et il y a un enfant qui m'a dit, ça ne se peut pas avoir deux mamans. J'ai dit, attends un peu. Luc, je viens à vous dans 2 minutes. Et à cette page-là, on voit différentes photos, donc de différentes familles. Soit un papa blanc, une maman brune avec un enfant, une maman toute seule avec son enfant, un papa et une maman avec 2 enfants, 2 papas avec un enfant, 2 mamans avec 2 enfants. Donc, pour montrer la diversité des familles. Quand on est arrivé là, à cette page-là, j'ai dit, ben vous voyez, il y en a toutes sortes de familles. Puis les enfants, là, ça a passé comme, ah oui, OK. Et je pense que c'est l'année suivante ou 2 ans après, une enseignante dans une classe avait, moi je demande toujours comme coordonnatrice aux enseignantes, s'il y a quelques mots que vous pouvez nous dire pour nous aider à faire de meilleurs choix de livres. Tu sais, je vous disais tantôt, si un enfant a vécu un drame ou tu sais, un enfant qui vient d'avoir un bébé dans sa famille ou quelque chose, ou il y a un enfant qui n'a pas de papa ou peu importe. Et pour une enfant, l'enseignante avait dit, cet enfant-là a 2 mamans. Les autres enfants ne sont pas au courant, mais elle a 2 mamans. Fait que j'ai suggéré à la bénévole qui avait cet enfant-là dans son groupe, apporte ce livre-là. Fait que tu ne dis pas, toi, tu as 2 mamans, puis blablabla, mais tu montres juste à l'enfant que sa réalité existe dans le livre. Donc, elle est comme tantôt les enfants bruns, leur existence est validée par le livre, ben c'est la même chose. Son existence est validée par le livre. Luc, votre question? Je vais avoir une classe avec des enfants de l'immigration, probablement, de milieux assez défavorisés. J'ai trouvé 2 beaux livres graphiquement. Un, c'est Des vacances d'une famille à la montagne, l'autre à la mer. Fort possiblement qu'il y a des élèves qui n'ont jamais été à un endroit Il y ou a un, l'autre. il y a l'autre, oui. Si j'explique, si je dis, bien, peut-être plus tard, vous allez aller là, alors ça va être intéressant, puis ça va vous donner un aperçu de ce que c'est. Est-ce que ça va? Ben oui, pourquoi pas? OK. Il va falloir leur expliquer c'est quoi la mer. C'est comme un lac, tu sais, c'est de l'eau, mais il y en a plein, il y en a longtemps, 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 longtemps. Il faudrait prendre un bateau longtemps, longtemps, longtemps pour traverser. Tu sais, ça leur dira, mais ils ont peut-être vu aussi des vidéos, ils ont peut-être des connaissances de la mer de cette façon-là. La même chose pour la montagne. Non, vous pouvez, très bien, D'accord. absolument. Merci. Donc, la diversité des familles, l'homophobie. Tiens, 2 garçons et un secret d'André Poulain. 2 petits garçons qui trouvent une bague, puis ils disent, nous, on va se marier. Puis ils racontent ça à leurs parents le soir, puis un papa qui dit, ben non, le garçon, ça peut pas se marier. Puis le lendemain, à l'école, ben, il est tout triste. Il dit, ben, je peux pas me marier avec toi parce que mon papa, il dit qu'on peut pas. Puis il y a une petite fille qui dit, ben, des fois, les parents n'ont pas raison. Puis les enfants décident de faire comme une cérémonie de mariage. Bon. Et donc, moi, j'ai une bénévole qui m'a dit, moi, je suis pas à l'aise de lire ce livre-là. Elle dit, c'est pas l'idée que les 2 garçons se marient. Elle dit, ça me dérange pas. Mais c'est l'idée qu'une petite fille dise, les parents n'ont pas raison. Puis qu'ils fassent ça en secret. Elle dit, ça, je suis pas à l'aise. Ben, je dis, tu le lis pas, tout simplement. C'est pas compliqué. Tu n'es pas obligé de lire quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le livre où il y a les différents types de familles, vous ne le lisez pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous ne le lisez pas. C'est vous qui choisissez les livres que vous lisez. Vous êtes absolument libre de ça. Vous pourriez très bien lire un livre, par exemple, j'ai un livre ici
euh, qui parle de dépression, de tristesse, l'éléphant de l'ombre. C'est magnifique, les illustrations sont superbes. C'est un éléphant, tout le monde essaie de le faire rire en lui racontant des histoires. Et il reste toujours à l'ombre, il reste toujours triste. Et puis finalement, il va sortir de sa tristesse parce qu'il va devenir, il va devenir utile. Il va devenir utile à la petite souris. Il va rencontrer une petite souris. Puis il lui dit, t'es pas venu pour me changer les idées? Elle dit non. Mais elle dit, j'ai marché toute la journée pour retrouver une clé dorée qui appartient à ma sœur. J'ai pris la clé puis je l'ai perdue. Alors là, l'éléphant, ben, il dit, je vais t'aider à la trouver, la clé. Puis ils partent ensemble. C'est comme s'il quittait sa tristesse pour aider quelqu'un d'autre. Mais des livres comme ça, des sujets comme ça, là, il y en a plein, plein, plein. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de les lire. C'est juste des possibilités. Par exemple, tantôt, madame, je ne me souviens plus qui le demandait, moi, je ne veux pas lire des livres là, qui vont inciter les enfants à changer de sexe. C'est évident, là, on ne vous demande pas de lire des livres pour inciter les enfants à changer de sexe. Mais ça se peut, je viens à vous tout de suite, c'est la personne qui a la main levée, là, Jean Anne, là, je ne sais pas. Ça se peut que dans le groupe d'enfants, dans les écoles aujourd'hui, vous pourriez très bien avoir dans une classe un enfant, un petit garçon, qui porte une robe. Et il y a des livres qui parlent de ça aussi. Un de ceux que je préfère, c'est Boris Brindamour et la robe orange. C'est un petit garçon qui est en maternelle. Il adore les fusées, il adore les bricolages, il adore dessiner, mais ce qu'il aime le plus, c'est se déguiser et mettre la robe orange, parce qu'ils ont des déguisements à l'école. Puis quand il va voir le groupe de petits garçons pour monter avec eux dans leur fusée spatiale, non, ils disent non, tu peux pas, parce que les astronautes, ça porte pas des robes. Puis, il y en a d'autres qui ils veulent pas s'asseoir avec lui parce qu'ils disent, si tu t'assois avec nous, tu vas nous transformer en filles. C'est d'une tristesse, c'est pauvre enfant. Il est tout triste, mais il parle avec sa maman, puis finalement, il se sent mieux, puis il décide avec sa maman, il se dessine lui, il aime beaucoup les éléphants, il se dessine lui en robe orange sur les éléphants, puis il dit, non, moi, je suis comme je suis. Moi, j'aime cette robe-là. J'aime la couleur orange, j'aime la robe orange, j'aime qu'elle fait frouche, frouche, frouche quand je marche. Je suis heureux. Puis, moi, là, je vais en faire une fusée. Je vais en inventer une fusée. Puis, tout le monde va avoir le droit de venir dans ma fusée. Donc, finalement, les autres veulent jouer avec lui parce qu'il y a des bonnes idées de jeu. Puis, c'est l'idée, dans le fond, que l'enfant, il est comme il est, puis il a le droit d'être comme il est. Et il y a un superbe livre d'Élise Gravel qui s'intitule Tu peux. Tu peux être un garçon puis devenir une infirmière. Tu peux être un garçon puis pleurer. Tu peux être une fille puis devenir un mécanicien. Tu peux être ce que tu veux être, dans le fond. C'est de donner aux enfants la permission d'être ce qu'ils sont, comme ils sont. Fait que c'est pas de les inciter à changer de sexe. C'est pas ça du tout. Mais si tu as le goût de te mettre du vernis à ongles parce que tu trouves ça beau puis que tu es un garçon, why not? Hein? Si t'aimes ça, te déguiser puis porter des robes, ben, porte-en des robes. Hein? C'est simplement d'accepter l'enfant tel qu'il est. C'est ça qu'on veut. Mais vous pourriez très bien avoir seulement le goût de lire. Ah non, je vais vous en présenter un autre avant. Acceptation des autres. Il y en a un que j'aime tellement. C'est un livre, je ne sais pas s'il est encore disponible. Il s'intitule Le Mur. C'est une histoire extraordinaire. C'est un roi qui vit dans un pays où il y a des gens de toutes les couleurs, vous voyez. Des oranges, des jaunes, des rouges. Et puis lui, il dit, j'aime pas ça. Je veux juste des bleus autour de moi. Puis, donc, il commence à demander, il demande à ses gardes de tasser les autres couleurs. Et finalement, il dit, on a du mal, les gardes disent, on a du mal à contrôler. Et donc, il décide de construire un mur. Et là, quand on tourne les pages, tout d'un coup, on arrive à cette page-là. Et si on met le livre comme ça, il y a véritablement un mur qui se construit entre les deux parties du livre. Et donc, c'est facile de tasser les gens des autres couleurs de l'autre côté. Mais là, il veut avoir un jardin. Puis là, ses conseillers lui disent, ah ben les jardiniers, c'est les verts. Donc, il accepte que les verts viennent. Alors, toutes les autres couleurs sont de l'autre côté, mais les verts ont le droit de venir.
Ensuite, il veut avoir des fontaines. Ah, ben, ils disent là, c'est les azurs, les bleus pâles. C'est que là, il fait venir les azurs, vous voyez ici, mais les autres sont encore tous de l'autre côté. Puis finalement, il veut avoir une route, puis là, c'est les gris, puis il veut avoir une statue, puis ça, c'est les sculpteurs, c'est les jaunes, puis il veut avoir des monuments, puis ça, c'est les oranges. Fait que finalement, il se retrouve très tassé de ce côté-là, avec presque plus personne de ce côté-là. Puis là, le roi regarde par-dessus le mur, puis il dit, oui, mais eux autres, ils ont beaucoup de place, puis nous autres, on n'a pas beaucoup de place. C'est qui l'imbécile qui a décidé de construire ce mur-là? Qu'on le détruise. Puis là, ses conseillers disent, c'est une excellente idée ici. Puis, quand on tourne les pages, donc, il y a encore le mur ici, puis là, hop, on arrive, puis il n'y a plus de mur. Et puis, toutes les couleurs vont pouvoir se mélanger de nouveau. Moi, ce livre-là, pas avec des tout petits de 4 ans, là, mais avec des enfants de 7-8 ans, je trouve que c'est extraordinaire parce que tu as vraiment le mur. Fait que les enfants, visuellement, ils voient ce que c'est. Je trouve qu'il y a des livres comme ça, là, c'est vraiment génial. Il y a des livres aussi avec des enfants plus vieux qui sont le fun parce que vers 7 ans à peu près, ils commencent à comprendre les sous-entendus. Ils commencent à comprendre les inférences, l'ironie. Puis, des livres comme, par exemple, celui-ci, Mon meilleur ami. C'est une souris qui dit que son meilleur ami, c'est un hibou. Entre vous et moi, je pense que le hibou a des visées alimentaires sur la souris. Mais lui, il raconte que Gros Hibou et lui, c'est les meilleurs amis, qui passent leur temps à jouer ensemble. On s'amuse, je fais semblant de me sauver, Gros Hibou fait semblant de me rattraper, il essaie de me rattraper, etc. J'ai beaucoup de chance d'avoir un ami comme ça. Je sais que Gros Hibou me veut près de lui parce qu'il m'aime énormément, bon, etc., etc. Mais si on lit ça à des enfants de 4 ans, ils vont prendre ça au premier niveau. Mais si vous lisez ça à des enfants de 7-8 ans, ils vont comprendre l'ironie dans ça. Ils vont comprendre que le gros hibou, là, ce qu'il veut, c'est manger la petite souris. Fait que là, ça, c'est le fun parce qu'on tu vois la réflexion dans leur cerveau. C'est le fun de voir ça et d'alimenter ça aussi. Mais cela étant dit, vous pourriez très bien décider que vous ne lisez que des livres, soit documentaires ou des livres qui font rigoler. J'ai une bénévole qui m'a dit à un moment donné, moi, il n'est pas question que je lise des livres comme ça. Moi, je veux des livres qui font rire les enfants. Mais vous avez le droit. Vous avez parfaitement le droit. Puis à ce moment-là, vous pourriez aller vers des livres comme, par exemple, Une histoire sans caca. Ça, c'est très, très drôle parce que on s'attend toujours à ce que le mot, tu sais, comme par exemple, si je vous dis, il était toutefois une reine, vous allez me dire une reine. Puis là, si je vous dis un autre mot complètement comme là, c'est il était une fois un enfant qui n'arrêtait pas de dire ca. Puis là, vous allez penser, il va dire caca. Non, canard. Dès qu'il se levait, il criait canard. Aux questions de la maîtresse, il répondait canard. Fait que ça fait rigoler les enfants un livre comme ça, là, parce que ça déjoue ce à quoi on s'attend. Puis à un moment donné, c'est plus canard qui dit c'est camion. Puis les enfants, ce livre-là, ça a un succès fou là, auprès des enfants. Ou ça pourrait être, par exemple, un livre comme, bon, je vous ai parlé tantôt. Ah oui, non, celui-là, que j'adore. C'est toute une série. Celui-là s'appelle Attention, fais marcher ton imagination. C'est un lapin qui s'ennuie, puis là, il y a un loup qui arrive. Et le loup dit, fais marcher ton imagination, on va inventer une histoire. Naturellement, il a en tête de manger le lapin. Mais, donc, il lui dit, on va inventer des choses, puis tout ça. Puis, c'est vraiment très, très drôle, tu sais. Puis les enfants aiment ça parce que à un moment donné, le loup va se mettre je viens à vous lire. Le loup va se mettre à courir après le lapin, puis le lapin fait comme non, 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 c'est moi le héros de cette histoire-là. Alors, il décide de mettre dans l'histoire de mettre le loup dans une capsule spatiale, et là, on déplie la page et il envoie le loup dans l'espace complètement. Hein? Il dit, moi aussi, je suis capable de faire marcher mon imagination. Donc, le loup out, dans l'espace. Fait que des livres comme ça, il y en a des centaines, des milliers. Pas de question, Lise? Oui, avez-vous des livres sur les émotions, tu sais, comme pour aider
Que les enfants, là, cerner leurs émotions, les nommer. Ben oui, il y en a plein. J'en ai pas avec moi en ce moment. J'en ai pas inclus dans ma liste, mais vous avez simplement à faire une recherche sur Internet, livres pour enfants, émotions, puis vous allez en trouver plein, plein, plein. Vous pouvez aller voir aussi sur les blogs que je vous ai suggérés, là, Christelle Déniche, etc., puis vous allez en trouver. Oui, oui, oui. Il y en a plein. Oui. Un que je vous suggérais particulièrement, je ne l'ai pas avec moi ici, c'est la couleur des émotions. Et il existe en plusieurs formats, dont un format en 3D. Alors, quand vous ouvrez les pages, ça s'ouvre, ça se déplie. C'est de toute beauté. C'est vraiment magnifique. Et c'est le genre de livre, ces livres-là, les livres qui se déplient, c'est les livres qui vont intéresser des enfants vraiment de divers âges parce que quand ils arrivent un peu plus vieux, j'en ai un ici, un livre en 3D. C'est dans la série du loup de tantôt, là, dont je vous disais de vous méfier, mais celui-là, il n'y a aucun problème. C'est le loup qui croyait en ses rêves. Et quand on déplie, ça fait des décors incroyables. Regardez ça. C'est vraiment, vraiment beau. Fait qu'avec des enfants plus vieux, ils vont être intéressés par la mécanique, par l'histoire aussi, mais par la mécanique tu sais, comment ça se fait, quand on déplie, comment ça se fait que ça se déplie comme ça. Puis, bon, il y a des pages où c'est moins spectaculaire, là, celui-là, comme ça. Mais il y en a d'autres encore. Attendez, on va trouver une qui se déplie. Ah, celle-là. Ils arrivent dans le monde de l'Halloween. Fait que ça, la couleur des émotions, je l'ai inclus dans. Je ne l'ai pas inclus, je n'ai pas inclus de livre sur les émotions, mais la couleur des émotions, j'en parle à un moment donné. Fait que oui, il y en a plein. Hey, on est déjà rendu à presque midi. On continue? Merci. On continue? Ça vous va? Oui. Donc, des livres pour rigoler, il y en a plein. Vous pouvez. Ah oui, vous avez une question, G-I-N-A-N-D, là. Allez-y. Non? Il n'y a plus de questions? OK. Choisissez toujours vos livres à l'avance pour vous exercer. Puis choisissez des livres que vous aimez. Il faut absolument lire des livres que vous aimez. Tu sais, je vous disais tantôt le livre là, sur Deux garçons et un secret, la bénévole qui disait, mais j'aime pas ça, je suis pas à l'aise avec ça. Lis-le pas. Si vous présentez aux enfants un livre qui vous plaît pas, vous allez avoir de la difficulté à le présenter de façon positive puis à être vraiment enthousiaste. Fait que c'est important, donc, quand vous allez à la bibliothèque, que vous preniez, si vous pouvez, là, une pile de livres, vous les apportez chez vous, puis là, vous les lisez. Vous les lisez à voix haute. Ça, c'est très important. Parce que lire un livre dans sa tête et le lire à voix haute, c'est deux exercices complètement différents. Et c'est en le lisant à voix haute que vous allez trouver les moments où vous allez pouvoir, par exemple, peut-être anticiper les questions des enfants, prévoir des explications avec les mots compliqués, peut-être modifier certains mots, ou raccourcir l'histoire, comme je vous montrais tout à l'heure. On peut raccourcir l'histoire. Peut-être prévoir des pauses, des silences, pour faire un peu de mystère. Savoir s'il faut sauter certaines pages, parce que peut-être que le livre est excellent, puis il y a juste une page. Avec le livre tantôt du loup, ça serait difficile de sauter le mois de juillet, là. C'est comme les 12 mois de l'année, il y en a 12. Mais peut-être qu'il y a une page qui est problématique, puis vous pourriez simplement la sauter, cette page-là. Donc, si vous l'avez bien lu d'avance, vous allez savoir à peu près qu'est-ce qui s'en vient. Bien, pas à peu près, vous allez savoir ce qui s'en vient, puis vous allez être capable d'anticiper. Raccourcir le texte au besoin, si c'est nécessaire, et même vous approprier l'histoire jusqu'à la raconter plutôt que la lire. Oui, G-I-N-A-N-D, vous avez une question. Allô? Allumez votre micro? Non? Alors, oui, là, okay. Le micro fonctionne. Excusez-moi. Pas de problème. Parce que c'est ça, il n'y avait rien d'activé. Alors, premièrement, Gina, c'est parce que Ginette et André. Parce que tous les deux, on participe au programme Les Référés. Bon, ben parfait. Parce que moi, ça fait 8 ans, puis j'ai incité mon chum à venir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles masculins dans les groupes. C'est très vrai, vous avez bien fait. Alors, moi, ce que je voulais passer comme expérience, c'est la prélecture de notre livre.
D'où l'importance, comme vous disiez, Madame, tout à l'heure, en lisant le livre Le Loup, en arrivant sur le mois de juillet, on aurait pu juger qu'effectivement, ce livre-là se prêtait pas au groupe. Deuxièmement, c'était l'intervention auprès du professeur cette semaine. On m'a averti que dans mon groupe, il y avait un jeune garçon qui était difficile, mais qu'effectivement, il avait trouvé que cet enfant-là, il ne s'était pas approprié la connaissance de certains mots. Fait que dans son vocabulaire, il y a des mots qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. D'où son décrochage face à un livre de lecture. Alors, oui, effectivement, qu'un professeur dise qu'il y en est d'un élève ou d'une élève, c'est plaisant pour cela. Ça peut aider, oui. Exact. Je pense à une de mes bénévoles l'automne passé. Il y a un petit garçon, elle a 3 enfants, il y a un petit garçon qui parle en anglais, puis elle se dit, bon, ben, c'est un nouvel arrivant. Mais finalement, non, c'est un enfant autiste. Et des fois, les enfants autistes ont des tocs comme ça, là, comme lui, il parle en anglais, mais c'est un petit francophone. Mais alors, quand elle l'a su, elle a pu agir avec lui d'une façon différente. T'sais. Elle n'a pas agi avec lui comme si c'était un nouvel arrivant qui ne maîtrisait pas la langue. Lui, elle lui parlait en français, il comprenait très bien le français, mais quand il lui parlait en anglais. Donc, dernière ça aide à voir ça. Oui. Parfait. Dernière intervention à la bibliothèque du village, effectivement, en parlant avec les responsables, on a eu, comme vous disiez, un passe-droit enseignant, c'est-à-dire avoir plus de livres et une période plus longue. Bon, ben parfait. Merci pour vos interventions, c'est très apprécié. Ben, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Quand vous choisissez un livre, certaines questions à vous poser. Est-ce que le format permet de bien voir? Je vous en montre un. Livre très, très mignon, Le Dîner, c'est une histoire de loup avec des lapins. On aime ça, les loups et les lapins. Mais c'est tout petit. Regardez, le format est tout petit. Donc, si je lis à 4 enfants, est-ce qu'ils vont bien voir? Tu sais, si j'ai 2 enfants de chaque côté de moi, est-ce qu'ils vont bien voir l'illustration? Est-ce qu'ils vont bien voir le livre? Ou bien s'ils sont en face de moi? Moi, je n'irais pas trop avec un livre comme ça. Je vais préférer un format plus grand pour que les enfants voient bien. Est-ce que le texte est assez simple? Est-ce que je dois le simplifier? Est-ce que le texte est facile à lire à voix haute? Nombre de personnages. Ça, les bandes dessinées, par exemple, les bandes dessinées, c'est le même problème. Hein? Si je vous montre, par exemple, par rapport à la grosseur, si je vous montre cette bande dessinée-là, c'est petit en titi, là. Les 4 enfants, là, les 2 de chaque côté, les 4 en avant, ils sont capables de suivre. Puis combien est-ce qu'il y a de personnages là-dedans? Et boy, moi, je ne serais pas capable de lire ça à voix haute. Peut-être avec mes enfants, parce que là, ils sont assis vraiment à côté de moi ou sur moi, puis on peut revenir en arrière, etc. Mais lire ça là, en classe, là, devant 3, 4, 5 enfants, là, j'aurais beaucoup de difficultés. Le nombre de personnages, là, ça peut être vraiment difficile. Est-ce que le sujet correspond à vos goûts, puis au goût des enfants? On en parlait tantôt. Hein? C'est intéressant de demander aux enfants ce qui les intéresse, justement pour trouver des livres qui vont les intéresser. Mais, comme je disais tantôt, par rapport à La Bénévole puis les princesses, là, vous ne pouvez pas vous réinventer. Si ça vous n'aimez pas ça, les livres de princesses, ben, vous trouvez quelque chose qui va faire votre affaire, puis peut-être qui va faire leur affaire aussi, ou pas. Est-ce que la longueur du livre, est-ce que le livre est trop long? Il ne faut pas que votre livre... Vous pouvez choisir, avec des enfants plus vieux, de lire un livre sur plusieurs périodes, sur plusieurs séances, avec des petits... Mais il faut penser qu'il va y avoir une semaine entre chaque séance. Donc, ça peut être embêtant. Moi, j'aime bien finir le livre. Mais ça m'est arrivé cet automne, de ne pas avoir le temps de terminer une histoire, puis de le rapporter la semaine d'après, puis de demander aux enfants, on était rendu où? Qu'est-ce qui s'était passé? Puis ils se souvenaient qu'est-ce qui s'était passé là, au début, puis à quelle page on était rendu, puis on a pu continuer. Donc, c'est possible de le faire. Mais je préfère quand même avoir le temps de terminer. Quels mots devront être expliqués ou remplacés? Est-ce que le livre va aiguiser la curiosité des enfants? Est-ce que le livre va faire appel à l'imaginaire des enfants? Parce que ça, c'est intéressant. Parce que c'est une un des effets de lire et faire lire d'après les enseignants. C'est que ça fait appel à l'imaginaire des enfants, ça éveille leur curiosité. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Quelles émotions le livre va susciter? Attention aux émotions trop fortes qui pourraient faire trop peur. Un petit peu peur, c'est le fun, mais trop peur, ça peut être vraiment dérangeant.
Est-ce que le sujet et le contenu sont appropriés pour l'âge des enfants? Pas trop bébé, pas trop complexe. Est-ce que le thème favorise une discussion avec les enfants? Parce que l'idée, c'est pas de lire le plus grand nombre de livres possible. L'idée, c'est de faire aimer les livres. C'est qu'on pourrait très bien, dans une séance, lire un seul livre. Si ça suscite beaucoup de discussions avec les enfants, pourquoi pas? Puis ça peut être des discussions sur le thème du livre. Ça peut être des discussions sur la façon dont les illustrations sont faites, etc. Ça dépend vraiment des enfants que vous avez avec vous. Si c'est un livre documentaire, est-ce que les informations sont justes, sont appropriées? Est-ce qu'elles peuvent être simplifiées? Parce que ça peut être un livre plus complexe, dont les images sont très belles, puis vous le trouvez très intéressant, mais vous pouvez simplifier les informations. Est-ce que le livre va permettre, avec les enfants plus jeunes, surtout la participation des enfants, comme une phrase à répéter, une action à poser? Je vais vous en montrer quelques-uns. Surtout là, avec les plus jeunes. Varier les genres littéraires. Ça peut être vraiment intéressant. Quelqu'un posait la question tantôt, les documentaires. Ben oui qu'on peut lire des documentaires. Je vous en propose quelques-uns. J'ai des livres ici sur l'espace et les dinosaures où il y a très peu de texte, mais de superbes photos. Bon, dans le cas des dinosaures, c'est pas des photos parce qu'on n'était pas là à l'époque, mais des illustrations de dinosaures. Ça, là, avec certains enfants, là, ça va être gagnant, gagnant, gagnant. Je vous en montre d'autres. Il y a une collection que j'aime particulièrement. Tatsu Nagata, donc, c'est un professeur, c'est un scientifique japonais. Et il a écrit toute une série de livres sur les animaux. C'est des livres très simples. C'est très, très, très peu de texte, mais avec des informations tout à fait véridiques. Et en général, il se met en scène dans les livres. Il va toujours y avoir un moment dans le livre où on va le voir, lui. Attendez, je vais prendre celui sur le lion. Alors, tu sais, ça va être vraiment le lion et le roi des animaux, tu sais, il vit en groupe, vraiment quelques informations très simples. Le lion peut grimper aux arbres, il se nourrit de zèbres, de gnous, d'antilopes et parfois de singes. Son petit est appelé le lionceau. Son rugissement s'entend des kilomètres. Et puis là, on a le professeur qui cherche ses clés dans la gueule du lion, tout simplement. Fait que ça, là, des livres comme ça, mais il y en a plein, hein, des livres documentaires. J'aime beaucoup la série Savais-tu chez Michel Quintin, qui est ces espèces de BD, à la fois BD, documentaire, mais avec des informations tout à fait là, réelles. Là, mais les situations sont imaginaires. Ou bien encore, il y a Élise Gravel qui a fait quelques livres aussi qu'elle appelle les mal-aimés, la coquerelle, les araignées, etc. Donc, oui, des documentaires, allez-y gaiement dans les documentaires. Puis d'ailleurs, on a eu une formation en novembre ou début décembre avec Angèle Delaunoy qui nous a présenté une série de documentaires, 25 documentaires, et sur la page Facebook, je pense qu'on les a mis aussi sur notre page web, lesreferliers.qc.ca, et sur la page Facebook, on va piger dans ces suggestions régulièrement pour alimenter la page Facebook. Les contes classiques, il y a plein d'enfants, les contes classiques, c'est de partout, mais il y a plein d'enfants qui ne les connaissent pas. Fait que vous pourriez, par exemple, j'ai une bénévole qui disait qu'à chaque semaine, elle lisait un petit conte dans les contes classiques, le Jacques et le haricot magique, Boucle d'or et les trois ours, etc. Puis à la fin, elle apportait un livre comme celui-là. Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. C'est un dragon qui se promène dans les contes classiques, puis tout le monde lui dit « Mais non, il n'y a pas de dragon dans mon histoire. » Tu sais, le petit chaperon rouge lui dit « Mais non, il n'y a pas de dragon dans mon histoire. » Jacques et le haricot magique « Mais non, il n'y a pas de dragon dans mon histoire. » Fait qu'il se promène d'un conte à l'autre comme ça, puis tout le monde lui dit « Mais non, il n'y a pas de dragon dans mon histoire. » Mais à la fin, c'est lui, il y a un géant qui... Comment c'est? Je me souviens plus ce qui se passe exactement. Mais à la fin, tout le monde est très content que le dragon soit dans l'histoire, finalement. Puis ils sont tous ravis que le dragon revienne. Ah oui, c'est parce que le géant avait éteint le soleil, puis le dragon crache du feu, puis il rallume le soleil. Puis là, tous les personnages sont ravis que le dragon soit dans l'histoire, finalement. Donc, c'est intéressant parce que les enfants, ils reconnaissent les personnages, ils reconnaissent les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, etc. Faites attention, par contre, il y a des versions, tu sais, le petit chaperon rouge, là, ça peut être très sanglant. Fait qu'il faut faire attention à la version qu'on présente. De là, l'importance de lire nos livres à l'avance.
Parce que si vous arrivez avec une version où on coupe le loup, puis là, non, c'est pas une bonne idée. Non, pas une bonne idée. Donc, on fait attention à ça. Mais les contes classiques, pourquoi pas? Les albums sans texte. Ça peut être particulièrement intéressant avec les enfants qui arrivent de l'étranger, qui ne maîtrisent pas la langue. Parce que c'est un album où l'histoire est racontée juste en images. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ça s'appelle Loup Noir, un garçon qui marche dans la forêt. Et il y a un loup, ben, on pense que c'est un loup. On voit ses yeux méchants. Donc, il se met à neiger. Le garçon marche. On le voit ici, il marche dans la forêt. Et on voit le loup qui le suit. Et un peu plus loin, on va se rendre compte que là, il entend, je vous dévoile le punch. Il entend un bruit, il se retourne. Et on voit le loup qui saute sur lui. Est-ce qu'il va le manger? Non. C'est qu'il y a un arbre qui allait tomber et la bête a sauté sur le petit garçon pour le pousser pour que l'arbre ne tombe pas sur lui. Et finalement, c'était pas un loup, c'était un gros chien gentil. Peut-être son gros chien à lui. Puis il lui fait un gros câlin. Une histoire comme ça, puis il y en a d'autres, hein? Il y en a où il va y avoir une histoire principale, mais plein de petits détails aussi. Donc, en ayant des livres comme ça où il n'y a pas de texte, un enfant qui ne parle pas la langue, il va comprendre ce qui se passe. Il va lire les images, tout simplement. Et il va peut-être être capable de nommer certaines choses ou de décrire certaines actions. Donc, les livres sans texte, là, c'est une mine d'or. Les livres de formats différents. Des livres, par exemple, j'en ai un ici qui s'appelle Arbre et qui est fait en forme d'arbre. Et à chaque page, on voit les saisons qui se déroulent, le printemps, l'été, l'automne. Il n'y a pas de mots. Celui-là a à la fois pas de texte et un format différent. Des livres aussi, quand on parle de formats différents, un livre comme Caroline Merola, ça commence ici. Le livre se commence par la fin. C'est fou. Et ça finit au début. Ou bien un livre comme Daphné l'araignée et Romain l'humain. Alors, c'est une araignée et un petit garçon qui vivent dans la même maison. Fait que d'un côté, on a l'histoire de l'araignée et au milieu du livre, puis de l'autre côté, on a l'histoire du petit garçon et au milieu, on va arriver à la rencontre du petit garçon avec l'araignée. Ça, c'est des livres qui surprennent. Tous les livres qui ont des petites portes là, qu'on ouvre, avec les petits, là, ça, ils adorent ça, là, des petites cachettes, des petites portes qu'on ouvre. Un de mes préférés, c'est Ours blanc a perdu sa culotte. C'est l'histoire d'un ours, un gros ours qui a perdu ses petites culottes. Et il demande l'aide d'une petite souris. Alors là, c'est facile de faire les voix. Il y a le gros ours comme ça. Petite souris, mais je vais t'aider. Puis là, la petite souris, elle lui dit, ah, la voilà ta culotte, ours blanc. Non, je ne crois pas, je n'ai pas de culotte à rayures. Mais quel animal pourrait porter une culotte avec des rayures comme ça? Puis là, les enfants peuvent essayer de deviner, quel animal. Et finalement, les rayures, ah ben oui, c'est le zèbre. Et puis, la page suivante, ah, en voilà une culotte de gourmand. Est-ce que c'est la tienne, ours blanc? Oh ben non, moi, le gâteau, je préfère le manger. Alors, à qui est-elle, cette culotte-là? Qui est un gros gourmand comme ça? C'est le cochon. Puis une de mes préférées, c'est celle-ci. Et cette petite culotte à fleurs, est-ce que c'est à toi? Elle me plaît bien, mais elle est beaucoup trop petite pour moi. Puis on demande aux enfants qui pourrait porter une petite culotte aussi petite que ça. Et dans ce cas-là, c'est le papillon. Et la réponse finale, c'est que il lavait sa culotte. C'est juste qu'on ne la voit pas parce qu'elle est blanche avec son poil blanc, on ne la voyait pas. Et quand on achète le livre en librairie, le livre vient avec il y a vraiment une culotte, il y a vraiment une petite culotte rouge qui va sur le livre. Fait que c'est vraiment mignon. C'est ça, tous les albums interactifs. Moi, j'ai un auteur préféré, il s'appelle Hervé Tullet. Il fait des albums extraordinaires où les enfants doivent poser des actions. Ils doivent appuyer sur le point, et ça fait de la magie, comme une petite fille m'avait dit déjà, Madame, c'est de la magic. Par exemple, dans celui qui s'intitule Couleurs, les enfants mettent leurs mains sur la page avec les couleurs et leur main devient magique.
Alors là, par exemple, ils vont prendre ils vont dire, caresse un peu de rouge et un peu de bleu. Et là, ça va faire quoi? Oh, wow! Ça fait du mauve. Ou bien la page suivante, ça va être rouge et jaune. Et là, ça va faire du orange. Alors, ils ont vraiment l'impression que leur main devient magique. Et on peut, comme ça, c'est un enfant qui fait un geste, ensuite c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Puis, les enfants, ça les tient engagés dans l'histoire qu'on lit. Ou bien, quand il y a des phrases à répéter, j'adore cet auteur-ci, Suzanne Strasser, qui a des livres où il y a des phrases très répétitives. Comme dans celui-là, c'est couvercle ouvert, couvercle fermé. Clac. Puis la petite fille, elle fait de la soupe, puis chaque animal ajoute un ingrédient dans la soupe, des brindilles, de l'herbe, etc. Puis à la fin, la soupe n'est pas mangeable. Mais les enfants adorent ça parce qu'il y a une répétition, puis on peut leur faire répéter la phrase en question. Donc, ils se sentent engagés dans ça. Donc, ça, vous allez en avoir plein là, de livres comme ça que je vous suggère. Aboie Georges, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chien. Au lieu d'aboyer, il fait les sons des animaux comme la vache ou le cochon. Et là, sa maman l'amène voir le vétérinaire. Et le vétérinaire met son gant et plonge sa main dans la gueule du chien et sort une vache, sort un cochon, sort. Et à la fin, le chien aboie. Mais quand il rentre chez lui, finalement, il parle. Alors peut-être qu'il a avalé un humain, on ne sait pas. Mais ça permet de voir d'identifier les différents animaux. Puis je vous disais, il y a des enfants qui arrivent à 4-5 ans, ils ne savent pas à quoi ça ressemble une vache, un cochon. La même chose avec la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Elle reçoit un caca sur sa tête, puis là, elle fait le tour des animaux de la ferme pour savoir qui a fait le caca. Alors, elle va voir le cheval, puis le cheval, il dit non, moi, mes caca, ils ressemblent à ça. La vache, non, moi, mes caca, ils ressemblent à ça. Finalement, elle découvre que c'est le chien du voisin qui a fait un caca sur la tête. Donc voilà, des suggestions de livres pour... il y a des livres aussi, vous pouvez lire des livres pour les plus vieux, ça peut être des mini-romans. Vous pouvez lire des poèmes si ça vous tente, des comptines, des mini-romans comme ça, vraiment très courts. Ça se lit en une séance, assez facilement. Ou des nouvelles, il y a des livres avec... il y en a un, par exemple, une série qui s'appelle Les petits mystères à l'école, puis c'est des petites nouvelles. Donc, vous pourriez en lire une par séance. Je vous ai parlé tantôt des bandes dessinées. Je ne vous suggère pas les bandes dessinées. Je vous ai dit pourquoi. Beaucoup de personnages, des petites cases, donc difficiles à voir pour les enfants qui sont de chaque côté de vous ou devant vous. Mais il y a des exceptions. Il y a quelques BD qui sont faites, qui sont faites vraiment pour les petits, avec très peu de texte et des images assez grandes. Mais d'une façon générale, je ne suggère pas les BD. Oui, Manon Chrétien. Je dois quitter la semaine prochaine. Okay. Je suis pas capable j'ai un conflit d'horaire, je suis pas capable d'assister à la rencontre. Est-ce que le fait que ce soit filmé, ça va être accessible par la suite? Je l'espère. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on va mettre ça sur notre site web ou quoi? Mais vous allez quand même recevoir les livres dont je vais parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura beaucoup moins de suggestions de livres, beaucoup plus de comment les choses se passent, les choses à faire, à éviter, etc. C'est plus le comment que le quoi. Ouais, c'est pour ça que ce serait important de l'avoir. On va essayer. C'est pour ça qu'on le filmait aujourd'hui, justement pour essayer de voir comment on pouvait ensuite rendre ça disponible sur notre site web. Parfait, merci. Merci à vous. Alors, ça fait le tour, ça fait presque 2 heures, là. Ça fait le tour, donc, de ce dont je voulais vous parler ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Comme je vous ai dit, vous allez recevoir la liste des livres. En fait, je vais vous envoyer le texte au complet, puis aussi la liste des livres dont j'ai parlé. Mais à n'importe quel moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous contacter. Oui, Lynn? Oui, vous avez suggéré à quelques occasions de demander à l'enseignante, le groupe, nous décrire brièvement le groupe, à savoir, y a-t-il des sujets délicats ou quoi que ce soit. Mais, moi, je commence mardi prochain, puis j'ai mon groupe, j'arrive, j'ai pas l'impression d'avoir le temps beaucoup dans le... Non, vous n'aurez pas ce temps-là à ce moment-là. OK. C'est clair. OK. Ça peut se faire
en demandant à vos coordonnateurs de parler à l'enseignante. Quand les coordonnateurs organisent les groupes, quand ils sont en contact avec les enseignantes pour organiser quel jour vous allez aller lire, etc., c'est à ce moment-là que ça peut se faire. Puis nous, à Gatineau, on organise toujours une rencontre préparatoire. Nous, on fonctionne encore à la méthode ancienne de lire et faire lire, la méthode traditionnelle que j'appelle, qui est 8 séances de lecture sur 8 semaines. Aujourd'hui, il y a des endroits où c'est pas possible, ça fonctionne pas pour différentes raisons, où c'est des lectures ponctuelles. Il va se faire une lecture, les bénévoles vont rencontrer les enfants une seule fois. À ce moment-là, c'est sûr qu'on établit moins un lien, on peut moins demander aux enfants ce qui les intéresse, etc. Mais nous, à Gatineau, en plus des 8 semaines où on rencontre les enfants, on fait toujours une petite rencontre avant, juste les bénévoles et l'enseignante. Pour savoir, par exemple, où est-ce qu'on stationne sa voiture, parce que c'est pas toujours évident dans les écoles en ville, là, de savoir où est-ce qu'il y a du stationnement disponible. Il y a des écoles où c'est 3 écoles, en fait, qui sont reliées, qui sont maintenant, tu sais, c'était l'école Saint-Rosaire, l'école Saint-Arthur, l'école je sais pas quoi, puis maintenant, c'est une seule école, mais c'est où le bâtiment, où est-ce qu'on doit aller, là? Les maternelles sont dans, j'en ai une en tête, l'école du Nouveau Monde, chez nous, les maternelles sont dans un petit bâtiment dans le milieu de la cour. Si tu le sais pas, là, tu vas chercher longtemps. C'est que ça permet de savoir par quelle porte on va rentrer, où est-ce qu'il y a un endroit où on peut laisser nos manteaux, etc. Des niaiseries comme ça, là, de l'intendance, dans le fond. Tout ça est organisé dans la rencontre préparatoire et c'est à ce moment-là aussi qu'on demande aux enseignantes de diviser les élèves en petits groupes, que chaque bénévole ait 3-4 enfants maximum. Et autour de 3-4, là, maximum, on essaie que ce soit un maximum de 4. Et à ce moment-là, on peut demander aux enseignantes s'il y a quelques mots. Des fois, il n'y a rien à dire. Un enfant, il peut avoir rien à dire, mais s'il y a quelques mots qui peuvent nous aider, si un enfant a des problèmes de dyslexie ou des problèmes d'élocution, ou puis que ça peut nous permettre d'avoir un meilleur contact avec cet enfant-là, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Vous n'aurez pas le temps au moment où vous arrivez pour rencontrer les enfants de poser ces questions-là. OK. Oui. Puis la coordonnatrice, merci pour les explications, c'est clair. La coordonnatrice, ce serait la responsable de la bibliothèque avec qui j'ai été en contact? Oui, possiblement. Vous pouvez, puis si elle a des questions, vous pouvez lui dire, lui suggérer de nous. C'est quelle bibliothèque, vous? C'est Saint-Constant. Ah oui, OK. Vous pouvez lui suggérer, c'est une nouvelle coordonnatrice ou c'est un groupe qui existait déjà? Je crois que c'est un groupe qui existait déjà, mais moi, je suis nouvelle, fait que je sais pas. Oui, je comprends. Vous pouvez lui dire s'il y a des questions à ce sujet-là, vous pouvez lui suggérer de nous contacter, là. Ça va nous faire plaisir. OK, parfait. Merci beaucoup. De rien. Ginette et André? Non? Bon, OK, mon micro est arrivé. Juste pour suggérer à la dame, c'est qu'en 8 ans d'expérience à lire et faire lire, ça m'est arrivé seulement 1 ou 2 fois où le professeur est venu préciser la distinction. Parce que j'ai l'impression que les professeurs veulent que les enfants arrivent tous, presque tous, sur le même niveau face aux lecteurs bénévoles. Puis, après une première séance, on perçoit déjà l'intérêt, puis de quelle façon le groupe se compose. Fait que pour rassurer la dame, vous allez voir, votre expérience de première rencontre va permettre de vous situer. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est quand même exceptionnel. C'est pas tous les enfants là, qui ont disons, des défis particuliers. Là. C'est vraiment pas tous les enfants. Ça aide quand on le sait puis qu'on peut se préparer. Mais par contre, c'est vrai, vous avez raison, Ginette, on veut pas avoir de préjugés. On veut pas se faire dire « Ah, cet enfant-là, il est vraiment tannant. » Même si des fois, c'est bon de savoir. On va s'en rendre compte s'il est vraiment tannant. Mais des fois, les enseignantes vont dire « OK, qui sont les bénévoles d'expérience dans le groupe? Parce que j'ai des enfants qui ont des défis vraiment particuliers. Puis, OK, je vais les mettre avec un bénévole qui a plus d'expérience. Et je vais garder ce petit groupe-là dans la classe pour les avoir sous les yeux vraiment proches. Parce qu'il y a des enfants qui, ils ont besoin d'être un peu plus encadrés. Puis c'est toujours, mais on va en parler la prochaine fois, la semaine prochaine, c'est l'enseignante qui demeure responsable de son groupe. Vous allez avoir un peu de discipline à faire, mais la grosse discipline, c'est l'enseignante qui doit la faire.
Si un enfant, ça ne fonctionne pas, mais on va parler de ça la semaine prochaine. Mais c'est vrai, mais ça peut aider des fois d'avoir un petit mot sur un enfant pour un sujet particulier. Tu sais, si l'enfant vient d'avoir un bébé dans la famille ou s'il vient de perdre quelqu'un de très proche de lui, ou comme je disais tantôt, ça peut aider à faire un meilleur choix de livre. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci, Ginette. D'autres questions? Non? Bon, ben, écoutez, merci, Lynn. Je vous donne rendez-vous, donc, ceux qui le peuvent, la semaine prochaine. France, merci. Merci tout le monde. En fait, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Ça va être moins long la semaine prochaine. Je me rends compte que j'avais beaucoup de matériel aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être vraiment un peu moins long. Mais on va parler plus, c'est ça, du comment et que du quoi. Aujourd'hui, c'était plus le quoi. Hey, je vois des cœurs qui explosent puis des petits pouces en l'air. C'est le fun. Aujourd'hui, c'est plus le quoi, mais la semaine prochaine, ça va être plus le comment. Mais si vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas. D'accord? Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Merci, bonne journée. Bonne fin de journée. Merci. De rien. À bientôt.